Ok, eh bien on peut commencer. Alors, on fait un mini ajustement Ça marche. Allez-y. et je pense que ça va être bon dans quelques secondes. C'est bon là comme ça? Ouais, on est prêt. Ok. Allez. Eh bien bonjour tout le monde, merci de participer à cette petite conférence en ligne. C'est un espèce de format qu'on essaye de faire de plus en plus pour justement pallier au manque de meet-up en ligne. Et surtout pour mettre en valeur aussi nos adhérents, nos adhérentes avec leurs projets. Et du coup, des nouveaux venus que sont Mijou Games avec leur jeu Abracadabra qui est sorti récemment. Et on va faire un espèce de post-mortem sur le projet. Donc je vais vous laisser vous présenter, Brice et Amélie. Ouais, J'y vais. vas-y. Ok. Donc, bonjour à ceux que je connais et ceux que je connais pas. Je pense que j'ai pas du tout rencontré tout le monde dans les deux, trois événements où on est venu. Du coup, moi, c'est Amélie. Alors, je suis en train de cofonder Mijou Games avec Brice, ici présent. Moi, je m'occupe de toute la partie artistique, graphisme, illustration. Et je viens pas du jeu vidéo à la base, mais j'ai 10 ans de métier dans les arts graphiques. Et du coup, je me suis dit récemment, ça me botterait bien de m'essayer aux jeux vidéo maintenant que je maîtrise un peu le domaine en, en graphisme, en illustration. Et c'était un petit peu un nouveau challenge pour moi. Et du coup, voilà, mes Games, c'était l'occasion de m'y essayer et d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Je sais pas si j'oublie quelque chose. Non. Voilà. Mais du coup, salut à tous, moi c'est Brice. Donc on a participé avec Amélie à je crois, deux ou trois meet-up TGD, mais ça fait pas longtemps qu'on est dans le milieu, comme dirait l'autre. Donc moi je fais du développement, ça fait 10-15 ans que je fais du développement. Avec Amélie, on a tous les deux plus de 30 ans, à peu près 33. Voilà, donc on s'est dit effectivement on avait, avec nos compétences respectives et le développement des jeux vidéo à l'heure actuelle qui était de plus en plus facilité, on s'était dit qu'on allait tenter l'aventure, créer des jeux vidéo avec Unity. Voilà, donc on est en couple, parce qu'il y en a qui ont posé la question. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur nous? Moi, j'ai travaillé, enfin, ça fait plus de 10 ans que je fais du développement. On a habité un peu de temps avec Amélie au Canada où j'ai travaillé pour des studios de jeux vidéo. Avant ça, j'avais fait un peu de jeux vidéo en Flash à l'époque de Facebook, la grande époque. Voilà, mais sinon, j'ai pas de. Je travaille à l'heure actuelle, je suis développeur dans une société qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Donc voilà. Ok, très Et bien. du coup. Vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, je voulais juste dire qu'on avait commencé à faire ça du coup un peu en mode side project en plus de nos emplois respectifs et que du coup, à voir si à terme il y a moyen d'en faire un projet principal ou pas. Bah, Donc, on est pour, en phase. pour présenter un peu le studio, enfin, alors on dit studio pour aller plus vite, hein, mais à l'heure actuelle, c'est pas un studio, c'est juste Amélie et moi qui tentons des trucs. Voilà, c'est pas officiellement une société encore. Mais pour se présenter un peu la partie studio, ça fait effectivement un tout petit peu plus d'un an qu'on a commencé ça. L'objectif, c'était déjà de se faire plaisir et de tester de nouvelles choses. Et dans un deuxième temps, potentiellement voir si c'était possible de générer des revenus avec ça, ou même des petits revenus. Et comme c'est difficile vraiment de se faire une idée malgré toutes les ressources qu'il y a en ligne, on s'est dit qu'on allait tenter et voir ce que ça donnait concrètement. Et donc, c'était notamment l'objectif numéro un de ce premier jeu qui était Abracadabra. C'était de tester en fait l'intégralité de la chaîne de production, on va dire, du développement du prototype à la publication sur Steam finale. L'objectif, ça n'a jamais été avec ce jeu d'en vendre des dizaines, enfin des centaines plutôt, et de faire des revenus ou de faire marcher une société. C'est vraiment le premier objectif, c'était de voir de A à Z comment ça fonctionnait et d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites un peu vite ou qui auraient pu être optimisées ou voilà, où il y a plein de choses qu'on aurait pu revoir. Notamment, on s'était posé la question peut-être d'attendre le début d'année pour sortir Abracadabra
plutôt que maintenant. Et puis en fait, on s'est posé la question, on aurait pu avoir un truc peut-être plus porteur d'ici le début d'année 2021, mais on s'est dit qu'on aimerait bien, quitte à ce que ce soit peut-être un peu moins bien, le lancer là en fin d'année pour avoir un peu l'expérience de se dire la période des soldes d'Halloween, enfin lancer en fin d'année, tout ça. Et c'était pour pouvoir un peu éprouver le truc aussi, que si on attendait, il aurait fallu faire un cycle d'attente en plus, enfin, grosso modo. Alors, Donc, c'était un c'est parti quoi pris. Abracadabrou? Il faut que vous disiez c'est quoi le jeu en fait. Alors, on présente le jeu Vas-y. effectivement. Qu'est-ce que c'est Abracadabrou? C'est un jeu donc, qu'on a déployé que sur Steam. C'est un jeu coop, couch coop, donc en local En pour local, l'instant. ouais. On a des plans de le faire en ligne plus tard, mais pour l'instant c'est uniquement local. Donc c'est un jeu coopératif En 2D. en 2D. Et donc pour ceux qui connaissent, il y a des inspirations d'Overcooked. L'objectif, c'est de créer un jeu où vraiment la coopération était très importante. Donc, en fait, c'est des petites sorcières qui font des potions magiques ensemble. Voilà. Donc, c'est un jeu d'organisation, de coopération, de communication. L'objectif Ouais. principal du jeu, en fait, quand on a fait le pitch au début, c'était forcer les joueurs à coopérer au maximum. C'était la communication surtout, parce qu'en fait, nous, on aime bien les jeux, ce genre de jeu coop, mais on s'est dit, par exemple, Overcooked, le truc c'est que c'est un jeu hyper rigolo, très sympa, mais si t'es organisé, tu peux un petit peu tracer dans ton coin quand même. Et on s'est dit, nous, on aimerait forcer vraiment les gens à agir ensemble. Et du coup, on a mis en place une petite mécanique de jeu où il faut faire les choses dans l'ordre et en communiquant, sinon ça foire tout le processus. Donc, on a axé vachement là-dessus sur le côté coopération, sinon c'est chaotique en fait. Et c'est aussi drôle d'apporter cet élément de chaos, ça marche pas mal, même si c'est un peu fatigant. Voilà. Ça marche. C'est essentiellement ça. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on prenne des questions au fur et à mesure ou on les garde pour la fin Comme vous voulez, bah, nous, on a un petit déroulé, enfin, on peut attaquer le post-mortem. Ouais. On peut répondre aux questions Ouais. en direct, et puis si vraiment on voit que c'est compliqué de faire les deux en même temps, à la limite, on changera le fonctionnement, mais pour l'instant, n'hésitez pas si vous avez des questions, Ouais, même dès maintenant. ça peut peut-être rythmer aussi le- l'intervention. Ouais. Allez-y. De toute façon, s'il y en a qui ont des questions, vous vous démutez et puis vous les posez, il n'y a pas de souci. J'ai mis la première slide. Je ne sais pas si vous voulez peut-être commenter un peu au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous nous présentez dans cette première Ouais, slide? alors, attends, laisse-moi juste. Donc, en fait, bon, c'était juste pour faire un petit point d'historique. Juste avant de lancer Abracadabra, donc qui est notre deuxième jeu, on a voulu tester, pareil, l'objectif c'est de faire plusieurs itérations rapides pour essayer de voir, d'apprendre au maximum en fait. Et plus ou moins différentes aussi. Voilà, de plusieurs façons différentes. Donc la première chose qu'on a fait, c'est le premier mois, quand on a travaillé sur ce studio, on a fait un mini-jeu qu'on a sorti sur Itch. Donc là, c'est un petit jeu 3D en fait, où il y a un petit personnage qui se balade. Qui se balade en fait, voilà, sur une petite île et qui discute avec des animaux. Donc l'idée c'était de faire pareil le processus assez rapide de développer le jeu. C'est un peu une game jam allongée qu'on s'est un peu forcé à faire. Là on a utilisé notamment des assets de l'asset store pour encore une fois faire l'intégralité du cycle de production et on l'a publié sur Steam, sur Itch. À part le perso. Sur Itch juste avant, enfin en fin d'année dernière. En octobre, il y a un pile an. En octobre. Et donc là, voilà, on montre, donc il y a une photo du jeu. C'était intéressant parce que ça nous a permis déjà d'avoir un début de petite communauté. On l'a mis en libre, en gratuit sur Itch, et il y a déjà des gens qui ont commencé à nous suivre. On a mis un lien vers notre newsletter dans le jeu, ce qui a permis de nous créer une petite communauté, et notamment pour avoir des retours sur les jeux suivants, notamment Bracadabra. Qu'est-ce que vous avez appris alors avec ce premier projet? Alors moi, ce premier projet, j'en ai tiré, la conclusion que c'était faisable, qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque et qu'on avait entre les mains des choses qui nous permettaient de faire ça, techniquement. Ensuite, le fait de le mettre sur Itch, et ben étonnamment, ce petit jeu, qui est un truc vraiment, de l'ordre d'un prototype quand même, ça a attiré pas mal d'engouement. Les gens qui l'ont vu ont trouvé ça sympa. On a eu quand même assez vite un millier de téléchargements.
C'est On- peut-être on- pas significatif, mais moi j'ai trouvé ça assez encourageant. Ouais, c'est Et bien. ouais, et se rendre compte aussi que bah, ça nous a permis, j'ai l'impression, de commencer à développer une petite communauté aussi. Parce que je pense que le style peut-être graphique s'y prêtait, attirait un peu l'œil et les gens. Et ça a commencé à parler un petit peu. Et il n'y a qu'à voir la page de Wild Child. Il y a quelques commentaires. Alors que Abracadabrou, qu'on a aussi passé plus tard en démo sur Itch, il n'y a pas de commentaires et il a eu beaucoup moins enfin, de visibilité, téléchargement. Donc, enfin, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il y a un décalage entre les deux jeux qu'on a mis sur Itch et je pense que, enfin, il y a des raisons spécifiques qui font que. Donc, je Bah, pense que c'est un truc qu'on peut creuser. ça me fait penser, il y a eu pas mal de jeux comme ça, un peu en low poly. C'est The Ouais, First Tree, je crois, Ouais. ouais, oui, qui ont un peu de traction. Je pense que c'est vrai que c'est ouais. genre de Et gars je qui pense intéresse les aussi, gens. carrément, et je pense aussi que en termes graphiques, enfin d'esthétique, là, notre protagoniste, c'est le seul truc qu'on a modélisé nous-mêmes en 3D, c'est le personnage. Et c'est une petite nana qui a une coiffe en forme de renard. Et ça, je pense que graphiquement, c'est un truc qui attire une certaine cible de joueurs aussi. Donc je pense que ça vient de là, si ça a eu un petit peu de visibilité Ouais. aussi. Je pense un des avantages en fait que la méthode qu'on a utilisée, c'est-à-dire faire plusieurs itérations à ben, c'est que par exemple, dès le premier mois du studio, on avait fait alors avec des gros guillemets, hein, mais on avait fait un lancement déjà, Oui. et du coup, on avait déjà fait notre premier crunch entre guillemets. Donc bon, ça paraît un peu ridicule à dire, et je dis ça entre guillemets, mais on avait fait un peu tout le processus. Et par exemple, on a eu nos premiers streamers, enfin des premiers streamers qui ont joué au jeu. Alors bon, c'est pareil, c'était gratuit, hein, donc enfin c'est pas très significatif, mais du coup c'est intéressant d'avoir rapidement ces premières expériences parce que ça permet ensuite bah, d'être déjà d'avoir cette connaissance et du coup bah, quand il y a des streamers pour d'autres jeux ou quand il faut organiser, bah, quand il faut donner des clés ou quand il faut lancer, quand il faut cruncher, quand il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le lancement, tout ça, bah, en fait, ça nous a permis déjà d'avoir une prévisualisation en fait de toutes ces actions à mettre en place. Et du Un coup, aperçu, ouais. voilà un aperçu. Et du coup, bah, rien que ça, ça nous a permis d'apprendre beaucoup. Euh, voilà. Puis même sur nous, comment on se comporte quand il faut appuyer sur le bouton publier, à quel point on s'engueule au moment de l'écriture, etc. C'est peut-être un Donc, sujet dont on parlera, ouais. Oui, comment c'est de créer à deux aussi. Voilà. Mais du coup, c'était intéressant. C'était une première expérience et effectivement, ça nous a permis de voir qu'on était capable de finaliser un jeu, Ouais. aussi petit soit-il et aussi oui, simple sans soit-il, prétention. avec aucune prétention. Mais voilà, on était capable de faire cette démarche. Donc c'est là qu'on s'est dit, ben, on va lancer un deuxième jeu. Et ce deuxième jeu, c'était, je fais la transition tout seul, Abracadabron. Voilà, donc Abracadabron, donc la première slide, ça c'est le tout premier, je pense que c'est la première, une des plus vieilles photos que j'ai retrouvées du Ouais. projet. Donc le concept est assez simple, vous êtes des sorcières, vous travaillez en coopération, il y a un chaudron et il faut trouver les ingrédients dans les placards, sachant on les voit pas en fait, donc il y a un travail de mémoire à faire. Donc en plus de la coopération, il y a un travail de mémoire. Voilà. Donc notre plan initial là-dessus, comme je disais, l'idée c'était de faire des itérations rapides. Et notre plan initial c'était de faire un jeu rapidement. On s'était donné 3 mois. 3 mois comme objectif. En se disant, bah, on a fait un mois pour Wild Child, on va essayer de faire un peu plus compliqué en 3 mois. On voulait que ça soit simple et facile. Et on s'est dit, c'est de la 2D, ça va être forcément facile. Oui, Je voilà, c'est ça. pense. Hein. C'est ça. Donc, comme la majorité des chefs de projet le savent, euh, mais du coup, bah, on le savait aussi, mais ça nous l'a rappelé. Généralement, quand on fait un projet, on estime un certain nombre une certaine durée, et il faut multiplier par 3 pour avoir la durée finale du projet. Donc, bah, nous, c'est ce qui nous est arrivé, parce qu'on a fini par mettre quasiment un an, enfin non, 9 mois 9 mois. pour finir le jeu. Mm. Bon, alors il y a des raisons à ça hein, qui sont notamment le fait qu'on a décidé à un moment de le pousser un peu plus, parce que l'objectif était de le sortir avec 3 niveaux et de faire quelque chose de très simple, mais on s'est dit, bon, on va le pousser un peu plus pour voir ce que ça peut donner. Mais ça n'empêche effectivement qu'on pensait le faire vite, 3 mois, et au minimum, on aurait pu le faire en 6 mois, je dirais. Un minimum de quoi? Un minimum de En temps. tirant le temps ou en redimensionnant le projet? Non, mais voilà, on n'aurait pas pu vraiment le faire en 3 mois. Ok. Donc voilà, la première chose qu'on a appris là-dessus, c'est qu'effectivement, même si on le savait déjà, toujours
surestimer le temps que vont prendre les choses à faire. Vous pouvez nous parler Voilà, peut-être des inspirations ou du côté un peu gameplay? Comment vous avez pensé cette première brique de gameplay? tu- Euh, je sais pas par où vous prendre. Vas-y, commence et je te Alors, montre. donc comme je disais, un des objectifs, c'était déjà d'avancer, enfin de produire des choses. Ouais. Donc, On parle de gameplay. Hein. ouais. Donc sur la phase de prototype, donc on a fait une phase de prototype, mais Très basique. qui a été assez courte en Ouais. fait. Et donc au niveau du gameplay, on s'est inspiré quasiment, enfin de beaucoup de jeux coop qu'on connaissait. Donc comme je disais tout à l'heure, Overcooked, mais aussi pas mal d'autres. Il y avait Unrailed qui venait de sortir. Il y avait Lovers in Dangerous Spacetime, ce genre de choses. L'idée, c'était d'essayer de trouver de créer du chaos, en fait, pour que très vite, les gens qui jouent ensemble, il y ait soit des engueulades, soit des interactions, donc c'est là-dessus qu'on a travaillé. Et on a analysé ces jeux, on a analysé notamment qu'est-ce que disaient les communautés de ces jeux et qu'est-ce qu'elles aimaient. Par exemple, on a regardé pas mal les reviews sur Steam, et en fait, on s'aperçoit que sur ces jeux, il y a des mots qui reviennent très souvent, par exemple chaos, chaotique, voilà, ce genre de choses qui font que c'est pas mal ça qui est recherché sur ce type de jeu. Donc, c'est ce qu'on a essayé de proposer nous aussi. Et donc, au niveau du gameplay, ça se traduit par exemple, avec le fait qu'on ne peut pas être tous les deux en même temps dans la même armoire. On a mis des events qui font que... C'est venu après, hein, ça. C'était pas pendant le proto. Mais voilà, sur le proto, le fait qu'il y ait des contre-indications sur les ingrédients qu'il faut mettre dans le chaudron, des choses comme ça, où les gens peuvent se tromper. En fait, au début, pour le gameplay, enfin pour la phase de proto, je me souviens qu'on a beaucoup réfléchi à nos combinaisons en fait d'ingrédients. Parce qu'on avait mis en place plusieurs types d'ingrédients. Ça pouvait être, je vais donner 2-3 exemples débiles, genre un œuf, une pâte de grenouille et une aile de chauve-souris. Et ces ingrédients, ils pouvaient être dans plein de couleurs différentes. Et en fait, dans les recettes, on avait différentes combinaisons. C'était genre un œuf rouge, une pâte de grenouille verte et une aile de n'importe quelle couleur. Et du coup, il fallait être vachement concentré pour voir la différence entre l'élément qui a sa forme et sa couleur et l'élément qui peut être de n'importe quelle couleur. Et ensuite, on a apporté encore de la complexité en faisant en sorte que ce soit des éléments aussi qui sont interdits. Et du coup, là, ça nous a fait du boulot aussi en termes d'UI, parce qu'on s'est dit comment est-ce que ces ingrédients interdits, on va les matérialiser. Donc on a fait quelques recherches et on s'est dit ça sera avec une petite croix. Et en fait, le truc, c'est que quand il y a la petite croix, tu le sais que c'est interdit, mais comme tu regardes très vite la recette, tu vas pas forcément t'en rendre compte. Tu vas te focaliser sur l'ingrédient et parfois, même s'il est interdit et que tu l'as vu, tu vas le mettre quand même dans le chaudron, en gros. Et ça, c'était une des choses sur lesquelles on a bûché au début. Ça, l'idée, c'est qu'il y a un chaudron où tout le monde doit mettre les choses dedans, et on fait en sorte de créer des conditions pour que potentiellement les gens se trompent. Si tu communiques pas assez, tu vas mettre un ingrédient que l'autre a déjà mis ou qu'il ne faut pas mettre, etc. Et du coup, voilà, c'est vraiment sur la partie chaotique qui était orienté le gameplay. Ouais. Et donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Je sais pas si vous voulez pas que je passe à la slide suivante, vous me dites. Oui, c'est là. Si Ouais, on peut commencer. Ouais. Donc voilà, donc, en termes de présentation du projet, c'était à peu près ça. On voulait faire 3 mois, on voulait aller vite. L'objectif, c'était de le sortir en janvier 2020. Donc ça, c'était le plan. Maintenant, on va passer sur ce qui s'est réellement passé. Ouais, c'était très ambitieux. Donc déjà, en janvier 2020, donc on a commencé en novembre 2019, et en fait, entre novembre et janvier, on a eu du mal à se lancer dans le projet. Alors pourquoi pas forcément. Alors déjà, il y avait une difficulté de... Alors je ne vais pas forcément dire motivation, mais c'est un peu... Enfin, le début d'un projet, et j'ai l'impression qu'on le vit un peu en ce moment, vu qu'il faut qu'on choisisse notre prochain projet, c'est toujours un peu compliqué parce que même si on a les idées de base, il faut vraiment réussir à définir le projet. Donc là, par exemple, vous voyez le slide, c'est Amélie qui travaillait sur des graphismes. Et, euh, et du coup, c'était compliqué de choisir quel angle, par exemple, de caméra on allait utiliser. Parce que, par exemple, si on utilisait un angle à la overcooked, ça veut dire qu'on aurait du mal à voir les cabinets. Il fallait que, voilà, Les armoires. il fallait que les armoires, pardon.
il fallait que le game design, en fait, et il fallait que les illustrations matchent avec le game design, justement. Donc voilà, il y a eu 2 mois où, en fait, on s'est posé beaucoup, beaucoup de questions qu'on n'avait pas forcément anticipées. Et en fait, du coup, on a vraiment, j'ai envie de dire, commencé à travailler en vitesse de croisière une fois qu'on a eu tous ces éléments-là en janvier 2020. Et enfin, si j'avais un truc à rajouter, je pense que cette phase de blocage, elle venait pas mal de moi, en fait. Parce que, enfin, moi, j'ai eu l'impression de me sentir un peu dos au mur, en mode, ok, enfin, l'illustration, c'est mon job, je sais comment ça marche, j'ai plein d'idées, mais en fait, là, il faut que je l'adapte, donc, mon illustration en 2D à du jeu vidéo, et comment je fais pour que ça marche, en fait, avec la discipline jeu vidéo. Et ouais, je pense que moi, j'ai eu pas mal de blocages là-dessus. Ça a demandé beaucoup de tests pour faire des croquis d'environnement, enfin, des personnages, ce genre de trucs. Et ouais, c'est pas mal ça qui a retardé le processus, je pense. Non. Bah, Ouais, en plus, la perspective dans le jeu vidéo, c'est quand même assez dur, hein, en 2D, c'est Et ouais, pas un ouais, sujet ouais, facile. Hein. exactement. Et du coup, là, en fait, enfin, j'aime bien. là où on se posait pas mal de questions, c'est notamment avec l'angle de vue, parce qu'en fait, c'est un jeu qui est illustré en 2D, mais en fait, concrètement, dans Unity, il est en 3D, parce que les personnages ont de la perspective, et ils vont et viennent en 3D, même si ça se voit pas forcément dans le jeu. Il y a de la profondeur, ouais. Voilà, il y a de la profondeur, tout ça. Et donc, il a fallu qu'on fasse matcher un peu tout ça, quelque chose qu'on n'avait pas trop d'expérience. C'est un peu hybride, Voilà, en fait. c'est hybride, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop d'expérience, donc on a mis quasiment un mois, entre 1 et 2 mois. Bon, après, il y avait les fêtes, etc. Euh, Vous étiez à temps plein à ce moment-là ou pas? Je me souviens plus. Non, non, Ah ouais. non, là, c'était sur notre temps perso. ouais, au début, c'est ça, Ouais, on était en temps perso. Euh, C'est ça qui est dur et, aussi, hein, c'est de quand tu oui. dois prendre des décisions ou travailler des ouais, sujets de fond, exactement. Ouais, c'est ça Exactement. ça. attend Puis pas. réussir à avoir les phases où tu es efficace, en fait, enfin, quand tu le fais en plus de ton temps de vie quotidienne, tu as toujours une phase où il faut que tu sois enfin, le temps de se mettre dans le bain, en fait. Et du coup, mine de rien, ça, c'est chronophage, Ouais, quand c'est pas même. évident. Ok, tu Euh, veux parler peut-être un peu de la DA aussi? Là, je vois qu'on a une planche de recherche, donc on peut Ouais, dire bah de ça, quoi tu t'es c'était inspiré. première recherche, du coup. Donc, on voulait faire de la 2D. Je sais pas si j'essaye. Si vous vas-y. voyez la caméra, ça, c'est la toute première planche de décor que j'avais croqué. Ok. Donc au début, je m'étais dit, ben, ça va être de l'illustration faite à la main, tout ça. Je vais préparer mes planches et puis je ferai mes ancrages ou mes colorisations ensuite. Et en fait, bah, une fois que je suis passée vraiment à l'action, je me suis rendu compte que ça tenait pas de faire tout comme ça parce que c'est hyper long. Donc j'ai dû, moi, réajuster un peu mon processus. Donc ça, c'est vraiment plus technique. Et après, sur la DA, à la base, on voulait faire donc un truc en 2D, enfin en fausse 2D ou fausse 3D, un peu en hybride des deux. Et un jeu auquel on a pas mal joué et qui fonctionne bien comme ça, c'était Don't Starve. Et du coup, je m'étais dit, ben, si on arrive à avoir des angles de vue un peu à la Don't Starve, ça peut être cool. Et du coup, j'avais commencé à voir comment eux font fonctionner leur zone de sol, tout ça. Et je m'étais dit, si j'arrive à avoir des choses, genre des motifs répétitifs qu'on peut venir mettre au sol, ça pourrait fonctionner. Et puis, bah, pareil, là, il y a eu à nouveau pas mal de réajustements parce qu'on s'est rendu compte que notre zone de jeu à nous, elle n'était pas ouverte comme sur un Don't Starve par exemple, mais qu'elle était fermée parce qu'on avait besoin bah, typiquement là d'être entre quatre murs, donc ça remettait un peu tout en cause. Et du coup, bah, je me suis dit, ça marchera plus pareil. Donc j'ai gardé un peu en tête l'inspiration de Don't Starve parce que comme on était aussi sur des sorcières, tout ça, il y a un côté un peu spooky chez eux que j'aimais bien et je pense qu'ils se prêtaient à notre jeu. Donc c'est un peu comme ça que les persos ont commencé à être designés. Et puis en fait, on le verra un peu plus tard dans les autres slides, mais petit à petit, on s'est vachement éloigné de ça, je trouve. Mm. Parce qu'on n'est plus du tout. Enfin, à la base, je pense faire un truc un peu à la main, dessiné entre du Don't Starve, du Tim Burton, ce genre de truc, pour les sorcières, tout ça. Et puis en fait, une fois que tu es dans l'opérationnel, bah, tu réajustes par rapport au temps que tu as, par rapport à ce sur quoi tu es efficace. Et du coup, ça a vachement glissé et je vous en parlerai après.
C'est que Dans j'allais le- dire, Bon, toi, le mobilier, il ressemble un peu à du Disney old school, oui, carrément. Mais ça, très courbé. ouais, c'est une inspiration que j'aime beaucoup. Enfin, à l'époque, genre 101 Dalmatien ou ce genre de truc. Ouais, je suis très fan. Ça se ressent un peu. Ok, allez, on passe à la suite. Ouais. Du coup, là, c'est le premier prototype, on va dire, intégré dans Unity. Bon, c'est pour vous montrer un peu le développement. Il n'y a pas de DA là-dessus. Voilà, là, c'est vraiment, j'ai pris tous les éléments qu'Amélie m'a donné très, 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 très rapide pour essayer d'avoir un premier proto. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on a commencé, nous, à tester, voir si le jeu était viable. Qu'on a fait jouer des amis, qu'on a regardé un peu, voir si ça matchait. Et on en a conclu que ça marchait. Alors, du coup, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je pense que notre période de prototype, elle n'a pas forcément été assez longue, parce qu'il y a des choses qu'on s'est rendu compte bien après, par rapport au jeu qu'on avait développé, euh, parce que qu'on n'avait pas forcément identifié à la phase de prototype. Je donne par exemple un exemple, c'est que le jeu il marche très bien, enfin voilà, il marche plutôt bien, il fonctionne. Le principe de chercher dans des armoires et de trouver les ingrédients et de s'en rappeler, ça marche plutôt bien. Mais ça, en fait, assez rapidement, ça fatigue, Ouais. notamment mentalement, parce que ça demande beaucoup de concentration. Et, euh, et comme on n'a pas forcément fait des heures de prototypage, du coup, on s'en est pas forcément rendu compte. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les joueurs, après 30 minutes, 50 minutes, ils fatiguent un peu mentalement et du coup, ils ont envie de poser la manette parce que c'est trop. Bon, pour le jeu, c'est pas forcément un gros problème, sachant que c'est notre premier. Mais du coup, voilà, si je pouvais commencer à donner des conseils ou des apprentissages que nous, on a eu, c'est ne pas hésiter à passer du temps quand même sur cette phase de prototypage, parce que ça peut paraître peut-être ça peut paraître pas une perte de temps, mais on peut se dire, bon, très rapidement, ok, ça fonctionne. Mais en fait, vraiment itérer dessus et s'assurer, faire des sessions longues, faire des sessions courtes avec beaucoup de personnes et s'assurer que tout le monde comprend bien tout ça. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Alors, je ne suis pas du tout le seul à le dire, mais je l'avais aussi entendu dire, mais c'est vrai que voilà, c'est notable que nous, il nous a fallu 6 mois pour comprendre des choses sur le jeu qu'on aurait peut-être pu comprendre si on avait fait une phase de proto un peu plus longue. Mais je pense qu'en fait, cette phase de proto, on l'a faite, mais qu'on le faisait vraiment avec notre prisme. Ah, faut vérifier si ça fonctionne techniquement, en fait, s'il n'y a pas de bug aussi. Oui, Et peut-être que on s'est fait quelques tests au début en disant, est-ce que la mécanique de jeu fonctionne? Ouais, ça marche. Et du coup, on n'a pas approfondi plus en mode, est-ce que c'est fatigant sur la durée? oui, C'est voilà. voilà. C'était le game design vraiment Ouais. sur le long terme. Bon, après, C'est voilà, difficile je aussi, sais hein, pas exactement. de juste sur un proto d'estimer ça, c'est quand même assez dur, hein. Oui, Ouais. oui, après je dis ça, je sais même pas si on aurait pu le voir dès ce moment-là. Oui. Puis Mais le proto était moins ambitieux aussi en termes de complexité de oui, mécanique de jeu à l'époque. Donc très vite, on s'est dit, bon, ok, ça marche. Et puis en fait, je pense qu'on a commencé à stacker un peu les choses les unes sur les autres. Et au bout d'un moment, c'est là que c'est devenu un peu plus complexe, un peu plus demandeur mentalement c'est pour le ça. joueur. Oui, c'est aussi Et que ça, on s'en le est format un peu soirée entre potes où tu joues, ouais. si tu joues déjà 1 heure à ça, c'est déjà bien, hein, Mm. Ouais, 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 c'est Eh ça. ben oui, moi, c'est ce que je pensais aussi. Enfin, ouais, carrément. Oui. Ok. Voilà, donc là, on est en janvier 2020, Ouais. janvier-février. Donc là, on passe. Bon, là, j'ai remis une slide, voilà, pour voir un peu l'amélioration des graphismes. On voit le début Des recettes. des recettes, etc. Ça change pas grand-chose, mais bon, le jeu évolue. Donc, Avec des gros compteurs en plein milieu. ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment basique. L'idée, c'est juste de voir techniquement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, et aussi qu'est-ce qu'on arrive à faire, parce que là, on est encore en période d'apprentissage. Ouais. Ça fait que 3 4 mois qu'on travaille sur Unity. Donc, essayer de comprendre, voilà, par exemple, typiquement, comment faire des canvas ou des choses comme ça. On voit bien que c'est pas du tout, ça tient pas du tout la route à ce moment-là. Mais voilà, là, on apprend en phase d'apprentissage. Et en parallèle de ça, du coup, il y a toute la partie configuration de Steam, parce que ça, c'est aussi un gros morceau. Ouais. Donc, la partie validation de Steam en tant que développeur Steam, donc créer le compte Steam et se faire valider chez eux, notamment pour pouvoir vendre des choses. Mhm. Et en plus de ça, configurer la page Steam. Alors, c'est pas encore tout à fait à cette étape-là, mais justement commencer à créer la page Steam, faire une requête pour avoir une application sur Steam, comprendre comment ça marche pour déployer sur Steam, etc.
Donc là aussi, mine de rien, beaucoup de boulot qu'on n'avait pas forcément anticipé. Bah, là, en fait, ouais, quand tu n'y connais rien, enfin, quand tu connais Steam que du côté joueur, là, tu rentres dans Steamworks et toute cette partie-là qui est invisible. Et rien que quand tu ouvres la page, tu es là et tu dis, mon Dieu, il y a tellement d'onglets, et dans chaque onglet, il y a tellement de sous-onglets. Et là, tu te rends compte que la tâche va être vraiment ardue, et tu commences à prendre de l'info un peu partout quand même. C'est ça. Et c'est là qu'on a commencé à beaucoup se renseigner sur bah, optimiser la page, et puis C'est même... dur à comprendre aussi, hein, Steam. Ouais, ouais. Oui, c'est dur à comprendre. Enfin, c'est pas C'est forcément. bien documenté quand même, moi, je trouve. Enfin, de plus en plus. Mais Après, nous, on Oui. a la chance d'être assez à l'aise en anglais, ouais. notamment. Donc, avec des ressources anglaises, bon, tu arrives à trouver, tu arrives à te débrouiller pas mal. J'imagine que trouver toutes les infos en français, c'est pas toujours évident. Par exemple, pour trouver des infos sur se valider chez Steam par rapport à la loi française, là, par exemple, typiquement, c'était assez difficile. Ouais. Parce qu'on connaissait pas encore le TGV à l'époque. J'imagine qu'aujourd'hui, ça serait plus simple. Bref, donc voilà, donc là, c'était le mois de février à peu près. Ça faisait voilà, 2 mois de développement à ce moment-là. La mécanique de base est en place, mais du coup, il y a encore beaucoup de boulot. Ça coince toujours un peu côté DA à cette époque. Et donc voilà. Et après, donc on arrive en mars. Alors, ce qui s'est passé en mars, c'est que, comme vous le savez tous, il y a le Covid qui nous est tombé dessus. Ah bon? Et alors, ça a été, moi qui travaille dans le domaine du voyage, j'ai été mis en chômage partiel. Et donc, du coup, j'ai eu plus de temps pour travailler sur le jeu. Donc, ça nous a permis, avec Amélie, de passer encore plus de temps sur le projet. Vous voyez, la DA commence à Ouais. prendre forme. On commence à avoir pas mal de choses qui sont prêtes. Et ouais, et moi j'étais aussi à temps plein à partir de ce moment-là parce que enfin je bossais plus sur le job que j'avais avant pour des raisons qui étaient différentes du studio. Et du coup, je m'étais dit, bah, j'ai du temps, donc on va se mettre sur le studio, c'est l'occasion. C'est ça. Donc, à ce moment-là, le scope du jeu, enfin, Le le dimensionnement. dimensionnement du jeu était pas très grand. On voulait vraiment faire ce système d'armoire, mais on voulait pas faire 50 niveaux, on voulait en faire 2 ou 3 parce qu'on voulait vraiment aller vite et lancer rapidement une early access. Donc, du coup, on a commencé à faire de la promo. Donc là, bon, c'est pas tout à fait. Je sais pas, tu peux même passer à la slide d'après pour voir. Voilà, donc ça, c'est les 3 premières maps. C'est celles qu'on avait dans le jeu au lancement de l'early access. Ouais, c'est les 3 duos. Ça, c'est les cartes du jeu, en fait. C'est les niveaux, les décors du jeu, les environnements. Et donc, quand on a sorti l'Early Access, on avait les 3 premiers. Donc, le jeu fonctionnait bien techniquement. On avait essayé de façon, je pense, un peu casse-gueule, de faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression qu'il n'y ait que 3 maps en faisant popper des meubles un peu différents sur les maps. Ou alors que la couleur du papier peint change d'une map à l'autre sur la même map, enfin d'un niveau à l'autre sur la même map. Mais je pense que c'était, au final, je pense qu'on a perdu du temps à faire ça. On aurait pu faire autre chose, donc c'était pas hyper intéressant, cette posture-là. Enfin, Voilà. Donc, et donc, c'est à ce moment-là, à peu près, là, c'était mars 2020, et c'est là qu'on a sorti. On était au moment de sortir l'Early Access. Donc, on a fait pas mal de communication, enfin, pas mal. On a essayé de faire la communication qu'on pouvait sur le jeu. Donc, avec la petite communauté qu'on s'était créée de quelques dizaines de personnes sur la newsletter et sur notre Discord. On a fait des posts Reddit. Ça a pas mal marché, ça. Bon, on a fait des posts Reddit, si vous connaissez un peu cet univers-là, sur gaming, tout ça, pour essayer de montrer aux gens le jeu. Il y en a qui ont pas mal pris, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Et donc, on a sorti en avril l'Early Access. Donc, sachant qu'entre le moment où on a fait valider la page Steam et où on a sorti l'Early Access, il devait y avoir 2 mois. Donc, c'est pas quelque chose que je recommanderais parce qu'il faut essayer d'augmenter son nombre de wishlists ouais. au maximum en ayant en ayant sa page Steam la plus longtemps possible en ligne. Enfin, pas le plus longtemps possible, mais avec une bonne durée. Et là, ça faisait que 2 mois, donc c'était pas forcément très pertinent. Encore une fois, notre objectif, c'était d'aller vite. Donc, on a sorti une autre Early Access. C'était plutôt intéressant. On a eu des débuts de retour. Voilà, là, il y a le post Reddit, par exemple, que tu montres. Ça, c'était juste avant l'Early Access. Donc, vous voyez, on a eu 9000 upvotes, ce qui est plutôt pas mal pour Reddit. Et donc, ça nous a apporté 120 wishlists, par exemple. C'était juste avant le lancement de l'Early Access. C'était plutôt intéressant.
Là aussi, on a pas mal appris parce que, bon, du coup, bon, vous pouvez voir le titre, et du coup, on essaye de créer de l'empathie chez les joueurs et donc pour essayer de justement avoir des upvotes. Euh, Ce qui est un truc pas évident, enfin, moi je trouve, à faire. voilà, ce qui n'est pas forcément évident. C'est vrai que nous, la première chose qu'on veut faire, c'est avant tout faire des jeux. Et en plus de faire des jeux, à un moment, il faut faire de la communication. Et donc, il faut essayer de convaincre les gens d'essayer de s'intéresser au jeu. Et c'est pas, ça peut être délicat parce que bah, c'est pas notre métier déjà. Et c'est vrai que des fois, enfin, faut Non, puis il jouer, y a le ton aussi, voilà, qui joue. voilà, faut jouer avec la limite de créer de l'empathie pour le jeu et pour les développeurs, sans entrer dans une promotion vraiment Ou de la putaclic, j'ai envie de promo, dire. ou du pathos. Ouais, enfin, moi je sais que personnellement, je suis pas méga à l'aise avec ça et je trouve ça dur comme positionnement. C'est ça. Donc, bah, voilà, tu montres les wishlists là. Donc, le premier pic, justement, c'est ce post Reddit. Ouais, Et donc, c'est là où on a eu à peu près, je pense, 120 wishlists, ouais, si je ne dis pas de bêtises. ouais, je vois même. Donc là, c'est les wishlists. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais sûrement que oui, sur l'ensemble du projet. Ce Donc, qui est pas foufou, hein. ouais, donc clairement, on n'est pas sur des chiffres incroyables, hein. Enfin, Ouais, et je coupe juste 2 secondes, je pense qu'on en parlera après, mais en plus, donc ça, c'est les wishlists du jeu, et entre-temps, on y reviendra, on avait mis une petite démo d'Abracadabrou aussi sur Steam, et qui ont eu beaucoup de wishlists. Enfin, c'est la démo a eu vachement de wishlists aussi, mais du coup, on en reparlera, mais elle se répercute pas forcément là-dessus, sur le jeu. ouais, l'expérience démo, prologue, enfin, il y a pas mal de gens qui conseillent de faire ça, c'est-à-dire de faire, enfin, en tout cas, qui le conseillaient il y a 6 mois de ça, de faire un prologue gratuit pour essayer d'attirer des gens pour Le jeu final. voilà, les attirer sur le jeu final et faire des wishlists. Pour nous, c'est pas une expérience qui s'est avérée payante. Et je pense Euh, qu'on l'a mal paramétré, enfin, on s'y est mal pris. Mais voilà, bah, comme je disais en introduction, hein, il y a beaucoup de choses qu'on a mal fait, mais en le sachant quelque part. On savait que voilà, on aurait pu optimiser vraiment la sortie de ce jeu beaucoup mieux que ce qu'on a fait là, mais notre objectif n'était pas d'en vendre beaucoup, mais cependant d'apprendre. Et donc typiquement, bah, là, ce qu'on apprend nous, c'est que un des meilleurs moyens de communication, si ça se passe bien pour nous et de façon gratuite, bah, pour cette expérience, ça a été Reddit et les réseaux sociaux, mais essentiellement Reddit pour nous. Alors on a essayé d'autres, par exemple Yemgur, je crois qu'on dit, je sais pas comment on dit, Ah oui, c'est vrai. mais ça, bon, ça n'a pas pris. Voilà, donc 120 wishlist avec cet événement, et puis la sortie de l'Early Access juste à côté, vous voyez le deuxième pic, parce que ça génère aussi beaucoup de wishlists, et donc on commence à avoir des ventes à partir de ce moment-là. Le jeu à cette époque est à peu près 8 euros, je crois. Ouais, 7,99, ouais. Et voilà, donc on en vend un peu à la sortie de l'Early Access, rien d'exceptionnel, quelques dizaines, je pense. Et puis voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, là on rentre un peu dans la partie wishlist, vente, il y a certainement plein de choses à dire que je n'ai pas forcément tout en tête, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Jusqu'à présent, vous n'avez pas parlé du tout d'audio. Ouais. Et Ouais. moi, ça m'intéresse, personnellement, parce que aussi c'est mon métier, mais de voir à partir de quand ça rentre en considération pour les développeurs, à partir de quand Ouais. ils commencent à y penser. Parce que j'imagine que vous avez déjà de l'audio quand vous avez sorti l'Early Access. Ouais, tout à fait. J'allais faire une blague en disant que c'était un jeu muet, mais Voilà, donc ça m'intéresse de savoir à partir de quand vous avez commencé à y penser et aussi quelles solutions vous avez envisagées. Ok. Et voilà. eh ben, Ouais. je pense qu'on y a pensé assez tôt quand même. Oui, Enfin, oui. plus ou moins dès le début du jeu. Alors peut-être pas en mode effet, enfin son d'effet et ouais, d'environnement, mais c'était plus en mode musique, enfin qui vient soutenir un peu la partie pendant que tu es dans le niveau. Et du coup, le truc c'est que bah, on n'avait pas forcément de fonds à allouer à ça. Donc au début, on a commencé à regarder dans le livre de droit s'il y avait des trucs qui tenaient la route, parce qu'on s'est dit bon, c'est de l'early access, on va essayer d'avoir un truc un petit peu propre sans que ce soit forcément méga chiadé. Et on a commencé comme ça. Ouais, En gros. c'est ça. En fait, on a trouvé sur l'Asset Store, si je ne dis pas de bêtises, Oui. quelque chose de gratuit, Qui était adapté. qui était en libre de droit. En fait, il fallait juste un droit de citation. Audio cabine. C'était Audio Cabine le nom, et c'était Creative Commons. C'était pas zéro, justement, ça devait être. Enfin, je les connais pas par cœur, mais c'était celui où il suffit de citer l'artiste.
Ouais. Donc on l'avait mis dans les crédits. C'est ça. Donc c'est une question intéressante, effectivement, parce que donc à l'heure actuelle, bon, enfin, encore une fois, je donne mon expérience, je n'ai pas forcément raison sur toute la ligne, n'hésitez pas à me reprendre si ce n'est pas le cas. Mais si je dis pas de bêtises, ce qui est assez important, c'est ouais, voilà, c'est BY, effectivement. Ce qui est important, notamment pour la promotion des jeux vidéo à l'heure actuelle, c'est beaucoup tout ce qui va être streamer et Ouais. youtubeur. Et donc, du coup, c'est assez important d'avoir des musiques qui sont justement totalement libres de droit, parce que sinon, les vidéos sont strikées sur YouTube. Et donc, les streamers vont perdre leur revenu publicitaire. Ouais. Et donc, du coup, si vous voulez faire un jeu et que vous voulez le promouvoir sur YouTube, et ben, c'est très important de faire attention à ça. Donc, nous, comme je disais, on a pris ces premières musiques qu'on mettait en fond du jeu sur l'Asset Store. Cependant, ces musiques, bien que le créateur avait proposé aux gens de les mettre, de les utiliser, il les avait quand même déposées il y a longtemps de ça. Mais bien avant, apparemment. Bien, voilà, Ouais. il y a très longtemps de ça, il les avait déposées. Et du coup, les premières vidéos qu'on a eues de youtubeurs se sont fait striker. Et on a eu des retours de certains youtubeurs qui nous ont dit, bah voilà, pour info, enfin, ils ont été plutôt sympas en plus Ouais, avec nous. c'était des petits Voilà, c'était des streamers, petits youtubeurs. streamers qui nous ont dit, bah attention, parce que typiquement, avec ces musiques-là, les vidéos se font striker. Et donc, du coup, il a fallu qu'on trouve d'autres musiques. Donc, pour la deuxième fois, enfin, la première fois, on avait fait cette méthode, et la deuxième fois, on a acheté, pareil, sur l'Asset Store, des musiques, un pack de musique, parce que malheureusement, On avait trouvé peut-être un prestat pour faire un truc qui était un peu dans le style qu'on voulait et qui aurait été cool. Mais le truc là, c'est qu'on n'avait pas forcément le budget pour. Donc pareil, on s'est dit, bon, on va acheter, on va pas forcément faire du libre de droit gratos. Mais on est quand même passé par l'Asset Store et on a acheté un petit pack pas trop cher. Mais voilà, on n'a pas pu faire. Et lui qui était du coup totalement, enfin, où les droits étaient inclus, enfin, on était libre de droit. Donc voilà, comme le dit Mélie, c'est vrai que sur ce projet, on n'avait pas un budget très, très élevé, voire plutôt très minime, donc on a fait vraiment avec les moyens du bord. Même si on aurait aimé mettre le paquet sur la musique, parce que ça participe vachement à l'ambiance. Voilà, à choisir, c'est vrai que, et pour les prochains projets qu'on aura, si on peut trouver des artistes qui nous font des musiques qui fonctionnent bien, on serait vraiment, on adorerait, mais c'est vrai que du coup, ça représente mine de rien des petits budgets, et comme je vous montrerai tout à l'heure, en termes de vente, sur en tout cas ce type de projet-là et celui que nous on a fait, typiquement. Tu rentres pas dans tes sous. Voilà, si on avait investi à l'heure actuelle des sous dans la musique, on aurait été difficilement rentable. On aurait pu la garder pour un autre jeu, peut-être. Mais après, à voir. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, sur des projets plus gros, c'est tout à fait pertinent d'utiliser des artistes. Et en plus... je fais un petit intermède, mais petit truc intéressant, c'est qu'Overcooked, ils ont laissé utiliser aussi des musiques licenciées, du coup. Enfin, ils ont acheté les droits de musique. Qui fait que la musique, elle est un peu cheap sur Overcooked, et j'avais reconnu... c'est vrai ce que tu dis. Okay. Ça fait un peu ritournelle, ouais. Et du coup, là, on a parlé juste musique, mais c'est vrai qu'un truc qu'on a aussi essayé de mettre en place niveau audio, c'était tous les sons des faits. Et ça, on a commencé à en mettre un petit peu au début, genre quand tu mets un bon ingrédient dans le chaudron ou quand tu te plantes, ça fait un bruit qui prouve que c'était pas bon. Mais je pense qu'au début, on y est allé vraiment sur les choses un peu évidentes. Et il y a plein d'autres choses sur lesquelles on n'a pas mis ces petits sons-là et du coup qui manquaient un petit peu de game feel quand on jouait. Et ça, c'est des choses qu'on a incrémentées au fur et à mesure et qu'on a pas mal travaillé là avant la sortie aussi. C'est ça. On avait un petit peu, pas oublié, mais on l'avait mis au second ou même troisième plan. Moi, si j'ai un petit conseil supplémentaire, c'est que je conseille de faire carrément le son sur le proto. Parce que ça ajoute vachement et ça oriente beaucoup aussi en termes de game feel. Carrément. Une fois que vous avez appris à l'implémenter, ça va plutôt vite en fait, quand on a des banques en tout cas. Je pense que ça peut aider aussi tous les sons qui sont aussi des feedbacks pour le joueur, comme le fait de mettre un bon ou un mauvais ingrédient dans le chaudron. Ça peut vraiment affecter l'expérience du prototype. Et même dans les menus, en fait, on s'en est rendu compte que dans les menus, quand on naviguait, on n'avait pas ce feedback-là, en fait. Et du coup, on a fini par mettre un petit son aussi pour que tu te rendes compte que oui, tu es bien en train de bouger ton contrôleur. Et voilà. Ouais, je fais une petite digression effectivement sur ce qu'on appelle le game feel.
C'est-à-dire tout ce que le joueur va recevoir comme information quand il fait des actions. C'est quelque chose, enfin, et nous on l'a vu, c'est quelque chose qu'on a appris pendant ce projet, c'est quelque chose de très 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 important et qui a beaucoup de valeur ajoutée. Oui. C'est-à-dire qu'avoir beaucoup de sons sur les actions, tout ce qui va être screen shake, tout ce qui va être particules, les effets de particules quand il se passe quelque chose à l'écran. Et j'ai envie de dire, enfin, ça, faut pas hésiter d'en mettre, voire même trop. Enfin, faut pas avoir peur d'en mettre trop. Ouais, vaut mieux en mettre trop et devoir en enlever, je pense, que ne pas en mettre et ne pas se rendre compte qu'il manque un truc, parce que c'est ça qui va donner une couleur et un petit peu d'âme, je pense, aussi à l'expérience, quoi. Et voilà, tout ce qui est game feel, c'est vraiment pour le produit final, pour avoir l'impression que le jeu est, je veux pas dire fini, parce qu'encore une fois, le jeu, enfin, pour avoir l'impression que le produit est de qualité, en tout cas, le game feel, c'est vraiment très important. Et effectivement, les sons en font vraiment, vraiment partie. Non, puis il y a une utilité, enfin, qui est pas juste jolie, quoi. Tu as une vraie utilité où tu te repères, toi, en tant que joueur, en tant que joueuse, dans l'action que tu es en train de faire, en fait. Que ce soit de l'action de jeu ou de l'action de navigation. Ouais. Oui, c'est vraiment. Donc, c'est hyper important. Enfin, moi, je conseille d'y penser très vite. Ok, merci pour la réponse. Parfait. Si tu as des trucs intéressants à nous dire, vas-y, on est preneur. Hein. Parce que ça, c'est notre point de vue, mais c'est perso. Voilà, du coup, alors on en est... donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti l'Early Access. Ouais. On a fait plusieurs updates après l'Early Access, donc en fait, on a essentiellement rajouté du contenu, notamment des niveaux. Donc là, à l'heure actuelle, on doit avoir une dizaine de niveaux à peu près. Et des nouveaux pas mal de caractères aussi, enfin de persos. Des nouveaux personnages, des nouveaux ingrédients. Là, on en est par exemple à une vingtaine de skins de sorcières différentes. J'avais mis une petite capture écran un petit peu plus loin. Si tu veux la mettre, Yannick, tu peux. C'est juste pour se rendre compte. Non, c'est avancé plutôt. Que ça. La 9. Ah oui, c'est ça. Tu vois, on en est à 20 maintenant, alors qu'à la base, il y en avait juste une petite poignée. Et en fait, ça, c'est le genre de truc aussi. Au fur et à mesure des mises à jour, tu as les feedbacks des gens. Et même toi, tu te rends compte en fait que les premiers skins qu'on avait fait, ils étaient peut-être un peu ternes et tout, et ça se démarquait pas trop de l'environnement de jeu. Et sur les derniers, j'ai mis plus de couleurs, et les gens qui ont débloqué les derniers personnages m'ont dit « Ah, les derniers, ils sont trop beaux, il en faudrait plus des comme ça ». Donc je pense que ça, c'est un truc sur lequel je pourrais intervenir facilement, c'est pas un gros boulot, et j'ai l'impression qu'en termes de jeu, pour le joueur, ça apporte beaucoup. Donc voilà, c'était des petites mages qu'on a fait au fur et à mesure. Là, du coup, je profite aussi de cette capture d'écran-là. C'est qu'en fait, ce qui est notable, c'est qu'en parallèle du développement du jeu, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Notamment tout ce qui est page Steam. Donc ça représente beaucoup de boulot. C'est pas forcément, ça se voit pas forcément, mais la page Steam, optimiser la page Steam, traduire par exemple les textes, écrire les textes, traduire les textes, faire le trailer, optimiser la capsule, par exemple, en fonction du retour des joueurs, etc. Et donc, voilà, ça, c'est tout ce qu'on a fait après l'Early Access, pendant l'Early Access, et qui prend aussi beaucoup de temps. Ouais. Par exemple, je pense que le jeu, en fait, j'ai envie de dire que le jeu, la base du jeu, elle a été faite en effectivement 2-3 mois. Et pendant les 6 mois qu'on suivit, c'était du polish, de l'amélioration de la page Steam, de la gestion de la communauté, de la communication, et tous ces petits trucs en fait qu'on voit pas forcément, mais qui mis bout à bout prennent beaucoup de temps et potentiellement même plus de temps que le développement du jeu en lui-même. Au moins autant, je pense. En tout cas, voilà, sur cette partie. Donc là, nous, on est 2 et on s'est pas fait aider là-dessus, donc ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est notable. Si vous avez envie de faire des jeux, si vous planifiez de faire des jeux, prenez ce temps-là en compte, qu'on voit pas beaucoup, qui est un peu plus invisible que le jeu en lui-même, mais qui du coup prend beaucoup de temps. Ouais. Voilà. Après, Brice l'a dit, on s'est pas fait aider. C'est vrai que majoritairement, on a tout fait tous les deux. Mais typiquement là sur cette slide, donc la partie de droite avec les capsules, c'est donc les capsules qu'il y a sur la page Steam. Donc les versions 1, 2 et 3. La première, c'est celle qu'on avait mise sur la page quand on a ouvert l'Early Access. Donc c'était un truc où moi j'avais repris des petits croquis que j'avais fait et juste posé le logo histoire qu'il y ait un truc propre, entre guillemets, où on voit que c'est un truc de sorcière. Mais il n'y avait aucune réflexion sur qu'est-ce qu'on communique à propos du jeu, à part le fait qu'il y a une sorcière et un chaudron.
Et puis ça, c'est des choses qu'on a commencé à bosser de plus en plus. Tu l'as reçu un truc ou c'est bon? Non, ça. C'est des trucs qu'on a réfléchi au cours du développement. Et donc petit à petit, moi j'ai pris du temps justement pour faire une recherche un petit peu plus fouillée sur cette capsule. Donc c'est la numéro 2, là où vous voyez les 3 sorcières qui se jettent sur le chaudron. Donc là je me suis dit, il faut qu'on fasse comprendre qu'il y a de la tension, qu'il y a plusieurs joueurs, enfin que c'est focalisé autour d'un chaudron. Et donc il y avait cette recherche-là, mais j'avais pas forcément le temps, donc j'ai bidouillé un truc vite fait. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, la capsule, c'est super important, peut-être qu'il faut qu'on fasse appel à quelqu'un qui ne fait que ça. Comme ça, nous, ça nous libère du temps, on se met sur autre chose, et on aura une capsule qui est vraiment plus communicante et qualitative. Et du coup, pour la numéro 3, on a fait appel à un artiste. Ouais. Enfin, que j'avais briefé de manière assez exhaustive avec des exemples du jeu, des choses qu'on voulait dans la composition, ce genre de trucs. Mais mine de rien, ça nous libère, nous, du temps et ça apporte de la qualité à la page. Si c'est pas indiscret, ça vous a coûté combien du coup la capsule? C'était pas si... 500 €. Attends, c'était 600... Ouais, C'est 600 $. Ouais, c'est ça, j'étais plus C'était un sûre. américain. En fait, c'est C'était quelqu'un qui 1080p avait... ou... Comment? C'était un truc comme 1080p ou c'était le grand format capsule? Non, on lui a demandé capsule, mais du coup, il me l'a fait sur le format, mais vachement grand pour que je puisse l'adapter un peu partout. Donc, c'est cool parce que je peux l'exploiter, ce visuel. Et du coup, en fait, on l'utilise un peu comme un key art, en fait, mais même si ça, à la base, c'est pas un... Donc, je pense que là-dessus, nous aussi, il faut qu'on apprenne un peu plus à se projeter, à organiser le truc pour que la prochaine fois, on fasse faire un vrai key art, qu'ensuite, on peut venir décliner d'autres façons. Ouais, elle est Donc vachement ça, bien la capsule, hein, elle rend bien. Hein, elle est très chouette. Ouais, Ouais. très jolie. L'artiste en fait avait déjà travaillé pour d'autres jeux. On l'a cherché, on a regardé, enfin on a trouvé sur Twitter. C'était quoi un jeu hyper connu, qui marche très bien. Je sais plus le nom du jeu, mais voilà, il avait déjà fait l'exercice. Ouais. Donc du coup, on lui a demandé effectivement combien ça coûtait. On a vu avec lui. Et donc ça s'est plutôt bien passé la collaboration. Il a été un peu plus long que prévu, donc pareil, prévoyez toujours des durées un peu plus longues. Après, on savait que c'était serré. Donc déjà, lui, il a dit oui, bon, je pourrais le faire pour telle date, mais il a eu des trucs perso à côté. Donc ouais, même si vous êtes pressé, dites-vous que on peut pas en fait compresser à fond les durées parce que ça marche pas. Voilà, ça c'est un des seuls trucs sur lesquels on a investi de l'argent, justement l'image de capsule, parce que bon, sur Steam, a priori, c'est très important. Voilà. Donc là aussi, justement, là-dessus, c'est le genre de choses qu'on voit pas forcément. Mais sur Steam, une capsule, en fait, il y a à peu près 10 ou 15, je sais plus, formats d'images pour mettre sur tous les endroits de Steam. Donc il y a aussi beaucoup de travail là-dessus. Amélie, elle a dû travailler des heures sur redimensionner les images, les mettre à la bonne taille pour tel et tel endroit de Steam, etc. Et donc ça, c'est uniquement pour Steam. Donc j'ose à peine imaginer pour tous les stores si vous déployez sur plusieurs stores. Et aussi, je parlais de choses qui prenaient du temps, le trailer. Ouais. Le trailer, c'est quelque chose qui est très important sur Steam, donc du coup, sur lequel il faut passer beaucoup d'attention et donc beaucoup de temps. Ouais. Et nous, ça nous a pris beaucoup de temps. Ouais. Du coup, si j'avais un conseil à donner pour ceux qui vont faire des jeux ou qui sont en train d'en faire, c'est dans la mesure du possible, scripter vos trailers, c'est-à-dire, en fait, alors, je ne sais pas à quel point c'est possible, dépendamment des jeux, etc. Mais il y avait, nous, par exemple, au début, on prenait nos manettes, on enregistrait notre écran, et après, ça nous faisait des images pour le trailer. Mais dès qu'on changeait quelque chose dans le jeu, il fallait reprendre les manettes, re-enregistrer l'écran, et faire ça à plusieurs reprises. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui changeait dans le jeu, fallait tout refaire. Donc, avec les outils d'Unity, et si vous avez, avec des compétences de script ou quoi, vous pouvez, dans une certaine façon, scripter vos trailers. Ouais. Je ne sais pas si je suis clair, mais faire en sorte que ça soit... scripter le trailer, en fait. Parce que scripter, en général, c'est l'écrire, mais... Ouais. De ça. En fait, je voulais dire en termes de... créer un script qui va automatiquement se créer le trailer. Ça, on aurait peut-être pu faire une capture écran. Genre un scénario? Non, en gros, ça va être... pardon, je me permets. Parce que du coup, moi qui ne suis pas côté dev, ça a été clair pour moi. Ce que tu as fait. En fait, dans Unity, Brice avait mis, je ne sais pas si on peut appeler ça, des choses qu'on peut venir faire varier dans des menus déroulants ou des choses qu'on coche, décoche.
et ça va te permettre de passer très vite à la map numéro 4 en mettant que 3 sorcières et puis la sorcière numéro 2, 11 et 17 par exemple. Et de dire, et en plus sur cette scène-là, je voudrais que ce soit des recettes de type très difficile. Et du coup, tu sélectionnes tout ça, tu cliques sur Play et objet scripting, non? Juste, si je peux vous reprendre. Attends, et une fois que tu lances Play, toutes ces petites choses, elles se mettent à l'écran et le jeu, il joue selon les contraintes que tu lui as données. Et donc, ça permet de scripter en quelque sorte le type d'action que tu vas filmer. Ouais, alors ouais, excusez-moi, c'est pas forcément clair. Ce que je veux dire, c'est que idéalement, bon, c'est un conseil que je donne, encore une fois, nous, ça aurait été vraiment bien si on avait réussi à développer ça au maximum, mais c'est un peu compliqué avec le fait qu'il y ait 4 joueurs, etc. Mais par exemple, si vous avez un FPS, j'imagine, c'est possible, en rajoutant du code supplémentaire, de préprogrammer en fait le déplacement du joueur et les événements qui se passent à l'écran. Et donc, au lieu de lancer une partie à chaque fois et de vous filmer en train de jouer, ou de filmer le jeu, bah, vous appuyez sur un bouton play par exemple, et il y a un script de type code, qui va dérouler toutes les actions que vous allez vouloir pour votre trailer. Comme ça, si vous modifiez quelque chose dans le jeu, par exemple, vous modifiez un monstre, vous avez juste à lancer ce script automatique. Alors, ça rajoute du boulot, en fait. Hein. C'est quelque chose qui va vous rajouter du boulot parce qu'il va falloir faire du développement supplémentaire pour créer ce script. Ouais, mais tu en gagnes après, en fait. Mais voilà, à terme, je pense que ça peut faire gagner si vous devez revoir régulièrement le trailer, ce qui, je pense, est une bonne pratique en plus. Ouais. Nous, typiquement, pour Abracadabra, au lieu de devoir prendre les manettes à chaque fois, ben, j'ai développé un système de bots. Et donc, en fait, dans le trailer, ce que vous voyez dans le trailer d'Abracadabra, ben, c'est des bots. C'est pas nous qui jouons. Voilà, je sais pas si je suis clair. Bon, bref, après, moi, moi j'appelle ça option de test aussi, parce que ça permet de tester plus facilement. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai pas forcément la bonne terminologie. Mais voilà, faire en sorte que vous puissiez appuyer sur un bouton et votre trailer, en fait, il est déjà préprogrammé, quoi. C'est sûr que pouvoir simuler le gameplay, ça peut aider dans beaucoup de cas, et dans le test, dans le trailer, etc. Oui. Tu peux avoir tes séquences un peu comme tu veux. Mais je vous invite, enfin moi c'est un truc que j'ai regardé, une conférence de Derek Liu qui fait plein de trailers, qui est très connu. Et il explique ça en fait, que c'est bien justement d'avoir, quand on est développeur, de penser à ces choses-là, parce que quand tu fais le trailer derrière, que ce soit toi ou un prestat qui fait que des trailers, ça te permet de vachement plus facilement faire tes angles de vue, enfin tout ça. Donc ouais, c'est important parce que c'est très très chronophage le trailer. Pour le coup, on l'a fait nous-mêmes et on en a fait 3 différents, parce qu'on l'a refait à 3 différentes étapes de la vie et de la sortie du jeu là. Et en gros, il faut compter plusieurs jours à chaque fois de boulot, quoi. Et vous avez dit que vous avez investi du coup un peu dans le keyart, vous avez investi dans d'autres choses, ou vous avez une idée du budget total que vous avez investi? Ouais, tout à fait. Alors, sans parler, donc il y a des investissements en termes de logiciel et de hardware. Mais ça, c'est pas que pour le jeu. Voilà, mais ça, c'est ça. Enfin, par exemple, on a acheté Spine, qui est un logiciel d'animation 2D. Ouais. Et on a acheté après du hardware chez nous, voilà, des nouveaux écrans, une tablette graphique, etc. Bon, ça concerne pas forcément tout le monde. Après, sur les investissements vraiment pour le jeu, alors il y a des assets, mais de l'asset store, par exemple, ça va être un asset pour faire des sauvegardes dans une base de données. Ça va être un asset justement de la musique. Ça va être. T'as une idée de combien vous avez investi globalement sur l'asset store? Sur l'asset store, sur ce jeu-là, on est à moins de 100 €. Ok. Voilà. Parce qu'on a fait beaucoup de choses, étant donné que c'était de la 2D, et Camille avait été compétente là-dedans, ça nous a permis de faire assez peu là-dessus. Moi, en termes de code, j'ai assez peu besoin d'aide, donc justement, on n'avait pas trop besoin d'investir. Mais par exemple, sur le premier jeu Wild Child, où il y avait beaucoup de 3D, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, on avait investi, je crois, entre 50 et 100 € aussi. Alors que le scope était beaucoup plus faible. Donc il y a ça, donc il y a le keyart effectivement où c'était à peu près 500 €. Et après on a investi juste avant la sortie on a travaillé avec une boîte de com marketing spécialisée dans les indies, dans les jeux indés. Ça on pourra en parler.
Mais en gros, sur l'investissement total sur ce jeu, il y a aussi la D'accord. page Steam qui coûte à peu près 80 €, si je ne dis pas de bêtises, plus la page Steam qu'on avait pris pour le prologue, parce qu'on avait fait une page à part, Ouais. donc il y avait Mais à peu ça, c'est. près Non, 150 ouais. € de page Steam. Donc on est à moins de, on est à moins de, on est à moins de 2 000 € d'investissement en tout. On est à peu Un près petit 2 peu 000 € moins. Ouais. d'investissement total sur ce projet. Voilà. Ça Je me rends marche. compte, ça fait 1 heure qu'on parle. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous voulez qu'on continue comme ça. Si tu as le droit que tu veux. Moi ça va. Pas de Ouais, souci. J'avais mis jusqu'à 19h de toute façon, mais ok. je pense qu'on en a encore pour un quart d'heure, une demi-heure peut-être. Je sais pas, Bon, vous avez encore beaucoup de choses à dire peut-être? on a encore des choses à dire si, Parfait. si Il n'y a ça pas de convient à questions tout le d'ici monde. là. Si vous voulez poser des questions, on peut faire une petite pause question, y a pas de problème. Donc Moi, je veux voilà, bien, Il y a Ah une pause bah, de parole. vas-y. vas-y, vas-y. juste comme ça, par curiosité, ça, je voulais savoir. Je me demandais, comme vous parliez de logiciels que vous avez achetés, est-ce que vous avez utilisé des middleware pour l'intégration audio ou vous avez intégré ça directement vous-même dans le moteur de Non, jeu, on dans intégrera ça Unity? directement dans Unity. Ok. Voilà. Comme des Ouais, saligots. Ouais, alors, encore une bon, fois, ok. l'objectif c'est d'apprendre, donc il y a plein de choses je pense qu'il y a Fmod, je sais pas si c'est à ça dont tu Ouais, penses. Fmod, ouais, c'est un des middleware auxquels je pense. Voilà, non, on n'a pas utilisé ça. Ça nous a pas posé beaucoup de problèmes, mais cependant, on n'a pas beaucoup d'options de gestion. Tu vois, on a une option qui permet de régler le son principal de l'application et c'est tout. Ouais. Et la qualité sonore, enfin bon, après, moi je suis pas un expert là-dedans, mais j'imagine que c'est pas ouf. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est suffisant pour ce petit jeu-là. Ouais, parce que ça, c'est pas forcément nécessaire, hein. C'était juste comme ça par curiosité. Mais enfin, ça dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous aviez voulu de la musique adaptative ou qui change en fonction des actions, là, utiliser un middleware sera peut-être été plus important ou intéressant de le faire. Mais vous auriez même pu l'intégrer vous-même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Après, on a fait typiquement enfin, on a un peu de connaissances aussi en audio, alors pas grand-chose. Mais typiquement, tu vois, dans le jeu, sur les 30 dernières secondes, bah, la musique s'accélère. Mais c'est quelque chose qu'on a fait avec Audacity. On a fait les petites modifications sur le logiciel. Pareil, sur des effets qu'on a intégrés ou quoi, bah, il y a des fois, on a rajouté un peu de reverb à droite à gauche, on a rajouté de l'écho, on a mixé plusieurs petits sons libres de droit ensemble pour faire des effets sympas. Mais voilà, à part ça, on a tout fait de façon basique, j'ai envie de dire. Ok. Ouais, parce qu'on n'a pas de moment où tu vas voir un boss qui fait tel type de truc et ça va te moduler le rythme ou le son. Oui, non, ça reste assez simple. Ça reste très. Ouais. Enfin, c'est sans prétention, quoi. Niveau audio. Ok. Merci. Donc voilà, bah, du coup, je continue à dérouler le petit post-mortem. Donc juillet, août, septembre, on a essentiellement fait des updates, du polish, beaucoup de polish, mine de rien. Parce que, comme je disais tout à l'heure, faire le jeu de base, en fait, ça peut aller assez vite. Faire un prototype, ben on se dit, ah, c'est super, j'ai fait le proto, j'avance très, 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 très vite au début. Et puis, en fait, après, ben, il faut faire les menus, par exemple. Nous, sur les menus, on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors ça peut paraître anodin, mais en fait ça l'est pas parce que bah, notamment là c'était un jeu avec quatre joueurs, enfin entre 1 et 4 joueurs, donc il y a toute la gestion des manettes, du clavier à prendre en compte, tous les inputs qu'il faut gérer, les menus, il faut que ça soit fluide, il faut que ça marche bien, bah, aller d'une page à l'autre, enfin des choses comme ça, c'est des choses où on se dit bah, ça va pas prendre trop de temps, et en fait ça peut vite être compliqué, malgré que le jeu soit assez simple au final. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut prendre en compte. Effectivement, voilà, le proto et le jeu de base, il va être fait assez vite, mais après, tout le polish, ça peut prendre beaucoup de temps. Surtout, comme c'est pas les choses qui sont le plus sympa à faire, bah, c'est pas celle où tu vas être le plus motivé, donc bah, peut-être tu vas être un peu moins rapide qu'avant. Donc, effectivement, juin, juillet, août, septembre, on a fait du polish. On a fait de la promo, on a mis la démo sur Steam. Donc, pareil, pour la démo, il y a tout le processus de validation de l'application qui peut être assez long aussi. Alors là, sur la démo, on a eu plus de difficultés à être validé sur Steam avec la démo qu'avec le jeu, alors que typiquement c'était la même chose. Mais bah, c'était intéressant, ils ont rejeté plusieurs fois l'application Beaucoup de fois, ouais. pour des raisons qu'ils n'avaient pas fait sur le jeu principal, donc bon, c'était intéressant. Mais du coup, ça a pris aussi pas mal de temps. On a rajouté des petites animations, bah, comme vous voyez, là, Mega a créé des personnages
L'idée, c'était de créer une petite histoire, un peu, bon, c'était très simpliste, hein, mais avec, C'était donner de la consistance et de la cohérence, en fait, voilà, à l'aventure, à l'expérience. une gentille C'était sorcière, contextualisé. qui vous aidait à faire des potions, et il y avait un méchant roi qui voulait plus que vous fassiez des potions. Voilà, essayer de créer un peu de consistance, effectivement, autour du jeu. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir des wishlists, de récupérer au maximum de wishlists jusqu'à la sortie du jeu. Donc voilà. Et en octobre, on a lancé le jeu. Ouais. Donc on a lancé le jeu à 11 euros, un peu plus de 11 euros. Donc avant la sortie du jeu, on avait réussi à vendre à peu près en early access une centaine de jeux. Voilà, peut-être un peu plus. Bon, après, il y a les amis qui en ont acheté quelques-unes, mais on va dire une centaine. Donc c'était à peu près à 8 $. Non, ouais, 8 $, je pense. Ouais. Après, en fonction. Donc voilà, je pense qu'il y a les chiffres là, comme ça, bon, on m'a donné tous les chiffres. Là, c'est tous les revenus du jeu à l'heure actuelle. Donc, que vous dire là-dessus? Et donc, après, on a appuyé sur le bouton lancement. Vous voyez, en fait, sur le graphique que vous voyez, il y a le premier pic tout à gauche, c'est l'early access, et le deuxième, c'est le lancement. Étant donné qu'on avait à peu près 1000 wishlists, je pense, au moment du lancement, du coup, on n'est pas passé sur Steam, en fait, on n'est pas allé dans la catégorie nouveauté, tendance, enfin les tendances, tout ça. Donc, du coup, il n'y a pas l'effet boule de neige que tous les développeurs espèrent, en fait, c'est-à-dire d'arriver dans cette catégorie et d'avoir une visibilité maximale. Nous, c'était pas du tout le cas. Du coup, on a une visibilité. Alors, il y a un pic de visibilité au moment du lancement sur Steam, donc ce qui nous a permis de faire des ventes. Et on a fait beaucoup de wishlists en plus depuis la sortie, en fait, on en a fait vachement. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui est intéressant à noter, effectivement, c'est que la sortie, en plus d'amener des ventes, amène des wishlists. Donc, nous, on était à peu près 1000 wishlists au moment de la sortie. Et depuis, on en a accumulé, je crois, 200 ou 300, enfin, entre 200 et 400 de plus. Voilà, donc ça, c'était intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Et donc, on a vendu 40 copies. Donc, ce qui est loin d'être exceptionnel, hein, vous pouvez rigoler. Mais bon, nous, ce qui était vraiment intéressant, c'était l'expérience de faire l'expérience du début à la fin. Comme je disais aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que on a travaillé avec une boîte de communication qui s'appelle Indie Bros, qui est un peu spécialisée là-dedans, qui nous ont pas mal aidés, qui nous ont donné pas mal de conseils, etc. Et eux, leur objectif, c'était d'avoir des streamers et de créer en fait sur Internet des contenus, enfin d'avoir un maximum de visibilité en termes de youtubeurs et de streamers. Donc ce qu'ils n'ont pas du tout réussi à faire. C'est pas, donc moi je les en blâme pas du tout. Hein, je pense que c'est le jeu en fait qui s'y prête pas bien. Voilà, je pense qu'ils ont fait leur maximum, mais effectivement ils n'ont pas réussi à avoir de visibilité, enfin à nous amener beaucoup de visibilité sur le jeu. Donc du coup effectivement ça n'a pas été très rentable. Je pense, enfin ça n'a pas été rentable du tout même, mais l'expérience était très intéressante, donc on est très content de l'avoir faite. Donc voilà, attendez, qu'est-ce que je m'étais noté? Tu as le droit d'être mécontent des résultats aussi Oui, comme mais qu'on peut produire. Hein. C'est combien vous avez investi combien déjà chez eux? on leur a donné 1000 $, je crois. Ouais. Donc c'est pas un budget, mais c'est déjà quand même quelque chose. Voilà, mais... c'est pas un budget, ouais. Après, bon, c'est... Après, le truc, c'est qu'on aurait pu... eux, ils nous avaient dit, est-ce que ça vous dirait pas de repousser justement la sortie à janvier pour qu'on ait le temps de planifier toute une grande campagne de com et tout. Et on leur a dit, oui, ça peut faire sens, mais nous, on a besoin là d'aller au bout pour finir le process et pouvoir réembrayer un autre jeu en ayant connaissance de toutes les étapes, en fait. Et du coup, c'était un peu notre parti pris. Et peut-être que si on avait suivi leurs préconisations, ça aurait un petit peu mieux marché. Je sais pas. Pas forcément, oui. Bon, non, ensuite, si ça peut vous rassurer ou rassurer les autres, c'est que mon premier jeu, ça a fait des chiffres d'affaires un peu similaires. C'est que quand t'apprends, t'as un peu le coup de l'apprentissage, quoi. Moi, c'est comme ça que je le considère souvent. Oui, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Là, tu vois, typiquement, en travaillant avec cette agence de com, c'est exactement ça. On s'est dit, bon, c'est le coup de l'apprentissage, quoi qu'il arrive, on sera content de l'avoir investi. Et un enseignement, par exemple, que ça nous a appris, c'est que c'est pas forcément, enfin, je veux dire, bon, même si ça reste que 1000 $, c'est très peu, mais même si tu mets 1000 $, ça veut pas forcément dire que ça va t'amener des ventes. Oui, et puis de toute façon, une campagne de com qui est travaillée de manière un peu plus ficelée, j'ai envie de dire, elle va pas te coûter 1000 $, elle va te coûter 3 fois plus au moins. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu peux pas quantifier comme ça. Voilà, donc ce qu'on en apprend, ce qu'on en retire,
peut-être faire un point un peu global. Ce qu'on en retire, c'est que déjà, je pense que c'est très important. Alors pourquoi? Donc on se pose la question après, pourquoi on fait peu de ventes? Parce que bon, mine de rien, on fait peu de ventes. Encore une fois, nous, c'est pas forcément très grave. Bon, même si je vous avoue que les premiers jours, on attend. Enfin, il y avait une part de nous qui espérait, voilà, parce qu'on avait lu tous les posts Reddit avec les success stories, etc. Bon, bah, nous, c'était pas ça. Mais c'est pas grave. Alors du coup, après, on essaie d'analyser comment on aurait pu faire mieux, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Donc parmi les choses qu'on identifie, c'est que premièrement, faire un jeu couch co-op, c'est pas forcément... En local, en période de confinement. Mauvaise idée, vraiment. Non, mais en local, effectivement, c'est pas forcément très très porteur pour plusieurs raisons. Petit 1, parce que je pense que déjà de base, c'est un marché qui est pas très très grand, même s'il existe. Voilà, Unrailed ou Overcooked te l'ont montré. Sur Steam aussi, c'est peut-être pas le plus porteur. Voilà. Donc de base, le marché n'est pas incroyable, mais il y a un deuxième effet qui handicape ce genre de jeu, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les streamers, c'est assez important. Et les streamers, en fait, vont assez rarement jouer à ce genre de jeu. Enfin, ça se fait, mais c'est pas leur cible principale de jeu. Donc, en fait, il y a un double effet qui se cumule, qui fait que ce type de jeu, je pense, c'est pas forcément super adapté. Le couch co-op. Donc, ça, c'est la première apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est qu'effectivement, bah, il faut une communauté de toute façon. Enfin, c'est toujours utile d'avoir une communauté et de pouvoir travailler avec elle lors du lancement du jeu pour bah, justement faire de la promotion, envoyer des newsletters, mettre des messages sur le Discord, etc., sur le Twitter, tout ça. Chose qu'on n'avait pas beaucoup là pour l'instant, même si on a des abonnés newsletters. Après, troisième apprentissage, bah, le style graphique. Bien que c'est plutôt mignon selon nos standards, on a eu pas mal de feedback qui nous disaient bah, c'est pas forcément incroyable. Enfin voilà, il y a des gens qui ont dit que ça, pas faux, voilà, qui ont dit que ça ressemblait à du jeu Flash ou des choses comme ça, ce qui se comprend tout à fait. Pas vous dévaluer non plus, hein, il est quand même assez. Non mais c'était surtout au début ce que dit Brice. Parce que là, sur la fin, on nous dit plus oh, c'est mignon. Non, mais ce qu'on apprend, en tout cas, c'est que l'aspect visuel du jeu, alors bon, on n'est pas, encore une fois, on est loin d'être les seuls à le dire, mais ça nous conforte là-dedans, c'est quelque chose qui va être très, très, très important. Parce que, ben, en fait, si le jeu est très beau, en fait, pas forcément qu'il soit très beau, mais il faut qu'il soit remarquable. Oui. Faut qu'il soit vraiment remarquable, et donc soit qu'il soit unique, soit qu'il se démarque. Et bon, là, typiquement, nous, c'est pas forcément le cas. Mais effectivement, pour tout ce qui va être communication, ça va être beaucoup plus facile d'avoir un jeu qui se démarque beaucoup. Parce que quand vous allez faire des posts Twitter, Reddit, faire tes gifs, tout ça. Quand il y a des streamers qui vont y jouer, ça marque en fait. Et même sur Steam, ça va se démarquer. Et donc, c'est vraiment un objectif visuel fort qui, nous, c'est pas quelque chose forcément qui marche avec nous. Non, puis le truc qu'il faut garder à l'esprit, par rapport à tout ce qui est visuel, et ça, moi, c'est quelque chose que je sais de par mon job de base, mais que nous, on aime personnellement en tant que créateur, c'est pas parce que nous, on l'aime et qu'on a une culture graphique que forcément le public en face va l'aimer. Donc, c'est hyper important aussi de savoir à qui on s'adresse et comment on leur parle, quoi. Et ça, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse plus pour la suite. Voilà, c'est ça. En plus de ça, effectivement, on a lancé le jeu avec à peu près 1000 wishlists, ce qui est quand même très très faible. Notamment parce qu'on n'a pas su, ou on n'a pas pu, ou on n'a pas réussi, peu importe, utiliser notamment les festivals Steam ou les events Steam ou les choses comme ça, qui offrent beaucoup de visibilité et potentiellement pas mal de wishlists. Où on a fait peu d'événements aussi en dehors de chez nous. En fait, on n'est pas allé dans des... Enfin, on était allé à l'Indiecade en 2000. C'était l'an dernier. C'était l'an dernier, donc on n'avait pas encore le jeu. Mais voilà, on n'a pas fait d'événements, on n'a pas su communiquer suffisamment dessus, enfin on n'a pas voulu. Et puis peut-être l'année s'y prêtait pas non plus, enfin c'était pas l'année la plus propice pour faire ce genre de sortie-là. Mais bon, voilà, en tout cas, on avait peu de wishlist, donc on savait que au lancement, ça serait difficile d'avoir beaucoup de ventes. Donc voilà, je pense que, bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est quelque chose qui se sait beaucoup. Le nombre de wishlists, c'est quelque chose de très important à l'heure actuelle sur Steam, et ça va beaucoup vous aider à savoir le nombre de ventes que vous allez faire. Il y a un truc important qu'il faut dire aussi, c'est qu'est-ce que vous avez fait de bien. Alors, ouais. Bonne question. Et attends, même avant de dire ce qu'on a fait de bien, je pense qu'on peut être positif déjà en se disant, enfin moi c'est mon ressenti,
que même si ce jeu, il cartonne pas, enfin, c'est pas grave, c'est le premier, donc moi, je le prends bien. Mais au-delà, je trouve que ça nous aide, mine de rien, à avoir de la visibilité en tant que studio. J'ai l'impression que notre communauté, elle s'étoffe grâce à cette sortie. Et je vois que ouais, on a plus de wishlist, on a plus d'inscriptions à la newsletter. Et j'ai l'impression que ça, c'est positif parce que même si financièrement, on va pas être très fortuné grâce à ce titre-là, eh ben, ça nous aide à poser des briques pour les prochains jeux, quoi. Donc voilà, ça c'est très. Enfin, pour moi, c'est très très positif. Donc vas-y, qu'est-ce qu'on a fait bien? Ouais, bah déjà, alors première chose qu'on a fait, On a bien, je fait sais un pas, jeu. mais on a fait le jeu, effectivement, et mine de rien, bah, être allé au bout du process, bah, ça, c'est plutôt positif parce que, comme je disais tout à l'heure, bah, ça permet d'avoir beaucoup de connaissances Puis c'est encourageant. et de voir vraiment toutes les problématiques qu'on rencontre du début à la fin. Donc pour les prochains jeux, on sait aujourd'hui qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Voilà, donc ça permet déjà on a fait le jeu et donc ça c'est plutôt bien en une période en plus plutôt courte malgré tout. Donc ça c'est assez positif en tout cas pour nous. Je sais pas Ouais. si je le recommanderais à tout le monde, mais je recommanderais quand même avant de se lancer dans un développement d'un jeu qui va durer 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, faire déjà quelques petites itérations pour voir qu'est-ce qui marche pas. Donc ça c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Bah, il y avait cette histoire du post Reddit, mine de rien, où on a réussi à générer de l'attraction C'est tout. sans être connu, et faire un peu de communication, mine de rien, et d'acquérir du coup des gens, comme disait avec Amélie. On arrive à avoir une petite communauté à l'heure actuelle. Donc un début de newsletter enfin, on a plus de 100 personnes inscrites à notre newsletter, une communauté Twitter, enfin une communauté, des gens qui nous suivent sur Twitter, on a un petit Discord qui On a commence à quelques tourner. personnes qui sont un peu ambassadrices, mine de rien, quand même, enfin, qui relaient ça. nos infos. Donc, c'est pas grand-chose, mais bon, ça prouve que ça marche quand même, ce qu'on met en place tout doucement, quoi. C'est ça. Donc ça, je dirais que c'est plutôt bien. On a réussi justement en plus, en parallèle du jeu, réussir à développer cet environnement, le site internet, gérer la newsletter, créer le Discord, créer le Twitter, etc. Ça, c'est plutôt positif. On a réussi à Bosser vraiment... avec les prestats aussi en parallèle du dev, ce qui est pas forcément évident quand tu dois produire des visuels de com, tout ça, en plus du développement du jeu. C'est ça. On a plutôt pas mal géré ça. Voilà. Après, bon, par rapport à la sortie du jeu, donc là, les chiffres, effectivement, sont pas extraordinaires, mais on va continuer à le maintenir. Et l'objectif, c'est que, ben, notamment pour les prochaines soldes De Steam Noël. de Noël, ben, sur les années à venir, on continue à en vendre un petit peu, alors pas forcément essentiel. Mais par exemple, aujourd'hui, on a vendu une copie, alors c'est pas incroyable, mais on n'est plus dans la période de solde de base et il y a encore des achats. Donc, l'avantage d'avoir mis ce jeu sur Steam, c'est qu'effectivement, ça va nous générer un peu, alors je sais pas forcément des centaines d'euros, des milliers d'euros, mais un peu de revenus, mine de rien, pour le studio. Ouais, ça peut faire des fonds, ne serait-ce que pour ouvrir un nouveau dépôt de jeu sur Steam. Oui, Mine voilà, de rien, peut-être, ça fait un peu de trésor. c'est ça. Quoi d'autre? Je pense qu'on est pas trop mauvais en termes de page Steam. Enfin, je pense qu'on est parti de loin et qu'on a su capter pas mal de code. Alors, c'est toujours améliorable, hein, mais je pense qu'on a commencé à capter comment ça marchait, donc c'est plutôt bien ça aussi. Ouais. Ce qui est vraiment prise de tête comme exercice. Enfin, ça peut être très très lourd. Donc ça, je pense que ça va, on commence à être calé là-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre de bien? Je pense Je sais pas. on a réussi à récupérer suffisamment d'informations quand même à droite à gauche. Comme je disais, on a regardé beaucoup de conférences GDC avec la prise de notes active et vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui marchait pas. S'inscrire à des newsletters de gens qui parlent de la promotion sur Steam, tout ça, ce que je vous encourage aussi à faire. Ouais. Ou d'autres studios pour voir comment eux ils communiquent aussi. Voilà, c'est ça. Donc, en dehors de la création du jeu, il y a aussi la compréhension de comment on vend un jeu, comment Steam fonctionne, je ne veux pas dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, hein, clairement on n'est pas expert là-dessus, mais voilà, comprendre l'environnement Steam. Éplucher la documentation Steam, franchement, faites-le, enfin, c'est hyper fourni, mais il y a des petits trucs qu'on ne sait pas et quand on les lit, ça peut changer la donne, quoi, en vrai. Ouais. Donc, Voilà, et puis ben, malgré au jour d'aujourd'hui, on a vendu 170 copies, je pense on doit avoir, enfin,
in fine réussi à gagner, je sais pas, 500 €, un tout petit peu plus, ce qui est une petite fierté, un début de fierté pour nous. Donc maintenant, il faut qu'on fasse mieux pour le prochain, mais voilà, je crois qu'on est plutôt content. Non, puis c'est motivant d'arriver au bout d'une expérience complète de développement. Enfin, que ça fonctionne ou pas, au moins tu te dis, ok, j'étais capable de le faire et j'ai vu à quoi ça ressemblait. Maintenant, je remonte sur le cheval et j'essaye de faire mieux là où j'ai foiré. Donc c'est bien. Puis moi je vois aussi, enfin pour le développement de mon jeu aussi, je me dis, on est quand même en train de développer des jeux pendant une pandémie mondiale qui est pas facile, mine de rien, à gérer, hein. Tu vois, tu Ouais, parlais aussi du côté, les gens ils sont confinés, ils jouent pas en multilocal, c'est vrai Ben que j'ai ouais, pas pensé avant, mais c'est c'est vrai. pour votre cœur de cible, c'est critique aussi, hein, donc ben c'est ça. Parce qu'au début, enfin moi, naïvement, je me suis dit, ah mais un jeu en coop en période de confinement, ça peut être cool. Les gens, ils ont le temps de jouer. Sauf que non, ils sont pas confinés ensemble. Donc le mec qui est tout seul chez lui, il peut pas faire du coop avec ses potes. Donc ouais, Ouais, ouais. et tous les événements aussi, c'est des jeux qui marchent bien en événement, donc oui, Ouais, c'est gérer tous ça. les événements aussi c'est compliqué, donc carrément. c'est Non, vrai on a que par réussi. rapport à la réussite des projets, moi je conseille aussi souvent de prendre du recul par rapport au marché, aux conditions de jeu, Ouais, etc. C'est pas ouais, toujours tous les facteurs qu'on maîtrise, donc il faut faire Ouais, la c'est part clair. entre ce qu'on maîtrise et ce qu'on maîtrise pas, quoi. Tout à fait. ouais. Non, bah là aussi, on est content, c'est que effectivement depuis un an, du coup, on commence à maîtriser aujourd'hui un peu l'environnement Unity, les outils, les différents outils qu'on utilise pour le jeu. Moi, je suis assez satisfait parce que le jeu, bien que le jeu soit pas exceptionnel, bah, il tourne plutôt bien et il y a pas de bug vraiment. Il n'y a pas de gros crash ou il n'y a pas de, Handicapant. il y a pas de choses comme ça. C'est plutôt fluide, ça marche bien. Sur la majorité des postes qu'on a testés, et on a eu très peu de retours de choses qui marchaient pas du tout. Donc ça, c'est plutôt positif. Et c'est Ouais. quoi la suite alors? C'est quoi la suite? Bah, bonne question. Eh ben, on avait des idées de jeux, de projets, mais qui nous étaient venus il y a un an et puis pendant qu'on faisait ce développement-là. Mais en fait, je pense que, enfin là, je parle pour moi parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire ce débrief là depuis la sortie parce que, enfin moi, j'étais pas mal prise en perso à côté, en pro à côté aussi. Mais bon, on va le faire ce travail. Mais je pense moi que il va falloir là qu'on se remette un peu à plat, qu'on revoie les idées qu'on avait et qu'on se renseigne un petit peu mieux sur ce qui pourrait fonctionner pour adapter au mieux notre prochain projet, je pense. Parce qu'on a des idées, mais je suis pas sûre qu'elles soient toutes très adaptées. Donc vas-y, si tu veux. Bah, c'est ça. La suite, c'est donc l'objectif, c'est de continuer. Nous, en fait, pour ce projet, on s'était dit qu'on allait essayer pendant au moins 3 ans de tenter l'aventure. Produire. Donc, il nous reste 2 ans parce que ça fait un an qu'on a commencé. Donc, pendant les 2 ans à venir, il faut notre objectif, c'est de continuer à développer au moins, je dirais, entre 1 et 3 jeux. Bah, un, ça me semble Enfin, faisable. un minimum, mais on voudrait voilà, faire au moins 2 ou 3. Euh, Donc voilà, voir, essayer de trouver, trouver un marché peut-être plus porteur que le coach co-op. Ouais. Euh, Donc je pense qu'on partira sur du solo pour le coup. voilà, ce sera sûrement du solo. Et puis bah, continuer à progresser, continuer à augmenter enfin, essayer de créer une petite communauté. Et l'objectif, avec pour objectif d'essayer d'en vendre un peu plus la prochaine fois, tout en faisant des jeux qu'on aime bien, parce que Ouais, il faut que voilà, ça nous ressemble aussi. on veut pas forcément faire des jeux de tank ou de foot. Donc c'est trouver le juste milieu entre quelque chose qui va plutôt marcher. Qui est porteur et qui a du sens pour nous. Voilà, c'est ça. Ou du foot de tank sinon, hein. C'est ça. Ouais, regarde, il y a Rocket League qui existe, donc C'est ça. C'est on vrai. peut refaire le même. Du basket avec des tanks. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'en avais une petite après, mais je vais laisser aussi les gens poser des questions s'ils en ont. Ouais, allez-y. Est-ce que vous avez pensé au multijoueur en ligne, du coup? Oui, Oui, ouais, tout à fait. On y a Brice pensé. a même commencé à développer quelque chose. C'est ça. Alors, le multijoueur en ligne, c'est effectivement c'est une très bonne question parce que c'est très pertinent, notamment sur ce type de jeu. Et ça, enfin, surtout en plus dans la période actuelle. Mais le ticket d'entrée sur un développement en ligne, enfin, le ticket d'entrée, je veux dire, c'est très compliqué en fait. Enfin, c'est très compliqué. C'est lourd. De mon point de vue, en tout cas, faire un jeu sur un Mais PC c'est sûr simple, qu'il y a les contraintes niveau code, c'est beaucoup plus complexe qu'en local. voilà, c'est ça. À gérer, C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses à gérer.
Il y a des contraintes en fait qui n'existent absolument pas en local, qui du coup, une fois en réseau, il y a beaucoup plus de contraintes justement qui apparaissent et du coup, il y a beaucoup de configurations à faire. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler et qu'on va on va certainement implémenter. Là, je dirais que c'est à 70% près. Mais bon, n'empêche que il y a beaucoup de difficultés techniques, mais après il y a des difficultés de mise en place parce que pour tester, par exemple, ça veut dire qu'il faut encore plus de personnes. Trouver des gens qui sont capables, avec qui on peut tester, Qui sont dispo. qui sont peut-être à l'autre bout ou des choses comme ça, dans les mêmes time zones. Et donc développer ce genre de truc et le tester, c'est compliqué. Mais c'est un axe de développement qu'on aimerait bien faire, sur lequel on a déjà commencé à travailler. Après, en fait, la question qui va se poser, c'est à quel point c'est rentable de passer 2 mois à finaliser ce mode online, à la place de passer 2 mois à faire un nouveau jeu. Et là, c'est la question, on n'y a pas forcément répondu encore, il faut qu'on y réfléchisse. Donc voilà, la question se pose. Et également, j'ai vu que vous aviez le Remote Play Together de Steam. Ouais. Du coup, après, je suppose au niveau des joueurs, c'est pas forcément un truc qui est beaucoup utilisé pour le moment, vu que c'est un truc, c'est assez récent de mémoire. Mhm. Mais est-ce que ça a été simple à implémenter au niveau du jeu et Ouais, alors très bonne question aussi. C'était pas facile de trouver d'infos là-dessus en plus. Donc pour le Remote Play Together, en fait, sur Unity, donc nous on travaille avec Unity, et sur Unity, j'ai utilisé, bon, pour ceux qui travaillent avec, c'est peut-être un peu pointu techniquement, mais j'ai utilisé la nouvelle implémentation des contrôleurs qu'ils utilisent. oui, Unity. le nouveau input system? Ouais, c'est ça, New Input Ouais. System. Donc j'ai utilisé ça qui est plutôt efficace. Après, il n'y avait pas beaucoup de documentation, donc c'était pas forcément Oui. évident. Mais en tout cas, avec ce système, on n'a pas eu beaucoup de problèmes sur tout ce qui est manette et clavier, etc. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et en plus, la partie Steam Play Together a demandé quasiment zéro implémentation. Ouais. Donc voilà, ce que je peux te répondre à la question, c'est il n'y a pas eu de problème pour l'implémenter. Il n'y a pas de boulot en fait, parce que c'est une gestion, c'est Steam en fait qui gère les inputs et tout. Mais après, il faut que le jeu, j'imagine, ça dépend comment le jeu est codé derrière. Ok. En Donc gros, avec c'est Steam qui en fait simule des contrôleurs sur la machine, quoi. voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Il stream l'écran et il simule les inputs. En fait, il envoie les inputs. Et honnêtement, ça fonctionne pas mal, hein, parce que ce jeu, il a été joué en remote, comme ça marchait pas Ouais. trop mal. On a des gens qui ont streamé en jouant comme ça. Et même nous, on a fait une session de live stream justement avec la boîte de com sur notre page de magasin. Et ça laguait, mais c'est parce qu'il y en a un qui était au Canada, l'autre aux États-Unis et nous en France. Mais honnêtement, ça restait quand même faisable, quoi. C'est ça. Donc ça peut être un outil exploitable, mais je pense que c'est pas encore trop dans la culture des joueurs aussi. Ouais, c'est ça. En fait, effectivement, techniquement, ça tient à peu près bien la route. Ça dépend cependant beaucoup des connexions, et on a eu des retours de gens qui jouaient dans des pays où les connexions n'étaient pas ouf, et donc du coup, c'est pas du tout utilisé dans ces pays-là. Donc dans les pays, on va dire, dits occidentaux, où il y a la fibre ou des choses comme ça, ça peut être utilisé de façon très efficace. Mais comme il y a cette limitation justement du fait que ça stream l'intégralité de l'écran, en fait, c'est comme streamer une vidéo. Et donc, il y a plein de pays où des connexions un peu difficiles, où ça marche pas très bien. Ouais. Et donc, du coup, et la culture. les joueurs, en fait, ils vont pas forcément aller vers cette option facilement. Ils vont plutôt aller vers l'option online. S'il n'y a pas d'option online, je pense que 90% des joueurs vont considérer que c'est pas possible de jouer online avec des amis. Et il y a beaucoup de monde, je pense aussi, qui connaissent pas la fonctionnalité remote de Steam aujourd'hui. Il y en a qui découvraient quand on en parlait. Donc je sais pas si toi tu fais un jeu. C'est aussi que le résultat il est un peu aléatoire. Hein. De ce que j'ai compris, sur des jeux ça marche et sur d'autres. Ouais, exactement. Ouais. Ça dépend vraiment des jeux. Nous, ça marchait très bien, comme je disais, avec le New Input System de Unity. Mais ça dépend des jeux, de la connexion. Et c'est pas du tout la même technique derrière que du mode online. Donc voilà. Il y a plein de joueurs qui considèrent que ça n'existe même pas. Je crois qu'il y a ça, il y a la notion de. Ils supportent beaucoup Unity, le système Unity, mais pas trop les autres, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est carrément possible.
Ok. Donc voilà. On peut s'arrêter dans 5-10 minutes si ça vous va. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui restent? Moi, je vais en avoir une. Le choix de Steam, je pense que c'est parce que c'est quand même la plateforme aujourd'hui qui vend le plus, mais est-ce que vous avez envisagé d'autres plateformes? Oui, en fait, ce jeu-là, tu répondras la suite, mais on aurait vraiment beaucoup aimé, je pense, le mettre sur Switch, parce que je pense que Switch, typiquement, c'est une plateforme qui s'y prêterait vachement mieux. Voilà. Mais je pense qu'on l'a fait, je te laisserai répondre ensuite, mais sur Steam, parce qu'on avait aussi besoin d'avoir cette expérience Steam qui est un peu l'incontournable quand tu fais des jeux. Et du coup, voilà. Mais peut-être qu'effectivement, si on a moyen de le porter, lui ou un autre, sur Switch un jour, parce que ça s'y prête mieux, je pense que ça pourrait être intéressant. Vas-y. Oui, bah Steam, en fait, déjà, en termes de capacité, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais que c'est la plateforme la plus simple, la plus accessible. Pour les développeurs, Notamment les indie gamers, les développeurs indie, pardon. Après, effectivement, il y a les consoles. Il y a aussi, je sais pas si tu pensais à ça, il y a aussi, comme je disais en intro, on a déployé Wild Child, notre premier jeu, sur Itch. Ouais. Donc il y a Itch et GameJolt, je crois, qui sont deux plateformes un peu concurrentes à Steam alors il y a GOG aussi et Epic Game Store, mais bon voilà, c'est plus compliqué. Epic Game Store, il faut se faire valider par Epic. GOG, je crois que c'est à peu près pareil. Enfin, j'ai pas toutes les infos là-dessus. Mais voilà, Steam, c'est le plus accessible sur PC. Et le rapport accessibilité trafic, c'est clairement Steam le meilleur sur PC. Itch, il y a du trafic, mais c'est pas incroyable de ce que j'ai cru comprendre. Après, le truc sur Steam, c'est que oui, c'est le plus accessible et tu as de la visibilité, mais c'est aussi celui où tu as peut-être le plus de concurrence. Donc la question peut se poser Oui, de la pertinence du truc. Et après, sur les consoles, effectivement, bah, nous, encore une fois, on est en phase d'apprentissage. C'est quelque chose sur lequel on ne s'est pas trop penché pour l'instant. Donc c'est quelque chose où on serait très intéressé par travailler dessus, notamment la Switch, comme disait Amélie, parce que c'est quelque chose qui supporte pas mal le coach co-op. Mais voilà, après, là je veux pas... à moins que tu veuilles préciser ta question ou tu as quelque chose vraiment de spécifique, moi, je vais pas pouvoir beaucoup te renseigner là-dessus parce que c'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé, mais on serait très intéressé dans les années à venir pour s'y pencher sérieusement. Ok, non, j'avais pas forcément besoin de préciser plus que ça, c'était savoir si vous y avez pensé, notamment Itch, parce que vous avez une page Itch pour le premier jeu, et Ouais. je sais que j'ai déjà vu plusieurs jeux en parallèle sur Steam et sur Itch, Ouais. et notamment Itch prend pas de commission. Oui. Donc il y avait une possibilité de faire ça aussi. Il faut, en fait, tout comme il faut configurer Steam au début et se faire connaître de Steam en disant bah, voilà qui je m'appelle, voilà qui je suis, etc. Il faut faire la même démarche sur Itch si tu veux vendre chez eux. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas pris le temps de faire cette démarche encore. On a juste fait du gratuit sur sur Itch pour l'instant. Mais potentiellement, Abracadabra, c'est possible qu'on le mettra sur Itch. Ben ouais, même moi je me demande, peut-être qu'on le fera, mais tu vois, le fait de l'avoir mis en démo, on a vu que l'autre jeu, Wild Child, avait eu beaucoup plus de downloads que Abracadabra. Donc je sais pas si... Oui, ça a beau être une démo, je sais pas si Itch est une plateforme qui se prête à Abracadabra. Je sais pas. Il y a peut-être cette question, je sais pas trop là-dessus. Si parmi vous, il y en a qui ont l'expérience de Itch, nous, ça nous intéresse en plus de vendre sur Itch. Je sais pas, c'est quelque chose qui nous est totalement étranger pour l'instant. En fait, le problème, c'est qu'une fois que tu es sur notre store, tes joueurs ils vont aller sur Steam parce que Steam ils ont leur compte, etc. Donc, en fait, tu peux vendre sur Itch, mais c'est plus recommandé. Genre, tu vends d'abord sur Itch pendant genre une bêta fermée, et après tu vas sur Steam. Ouais, c'est un peu une vitrine en fait, Itch, je pense. C'est facile à setup en plus. En fait, le back-office de Itch est quand même meilleur que celui de Steam. Ouais, bah, il est beaucoup moins compliqué en tout cas. Ouais, grave. Une dernière question? J'aurais bien, du coup, qu'est-ce que ça fait de travailler à deux et de faire des jeux tous les deux? Eh ben, bonne question. Alors je sais pas si la question c'est vraiment travailler à deux ou travailler à deux quand on est en couple. Et confiné. Et confiné et qu'on travaille là où on vit. Parce qu'en gros, dans notre salon, comme on travaille dans cet espace, parce que c'est notre salon, on n'a pas un appart très très grand.
Donc, étonnamment, on l'a fait sans s'entretuer et on s'aime toujours. Donc, apparemment, ça marche. Mais c'est pas évident tout le temps. Ça pose plusieurs questions, mais je pense que c'est pas aussi que par rapport au fait de travailler en couple. Ça va être sur les visions de travail. Enfin, personnellement, je sais que moi, j'ai une façon de travailler qui est un petit peu carrée, pour pas dire, enfin, qui est vraiment très, très, très carrée. Et je pense que Brice l'est moins que moi. Alors, je vais pas dire qu'il ne l'est pas, mais du coup, ça peut faire des étincelles parce qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde sur certains trucs. Où moi, je vais aller vraiment faire du polish à fond sur certains trucs, et Brice va me dire non, là, c'est pas important. Et je pense que souvent, il a raison, mais c'est hyper dur en fait de composer avec ces sensibilités-là. Ça, c'est un truc. Après, je pense que le bon côté de travailler à deux, et même en étant un peu tout le temps au même endroit, c'est que, mine de rien, je pense que ça te motive. Quand t'as pas trop la motivation, de voir l'autre qui se met à son poste et qui allume le truc, qui lance le logiciel, tu le vois faire des trucs, tu te dis, bon allez, ouais, moi j'y vais aussi. Et enfin, il y a un côté d'émulation quand même. Oui, puis ça permet quand il y en a un qui est pas forcément, qui est un peu au creux de la vague. Ouais. Admettons, il faut contacter quelqu'un parce que il y a quelque chose à faire qui est important, ou il faut gérer le dernier trailer ou la page Steam, et qu'il y en a un, bah, là, il n'en peut plus, il a besoin de se poser pendant une journée et jouer à Animal Crossing. Et ben l'autre potentiellement, il peut intervenir à ce moment-là et prendre un peu le backup. Donc ça, c'est effectivement plutôt bien. Ouais, c'est cool de pouvoir avoir quelqu'un qui prend le relais en fait. Et par contre, c'est pas évident de pas tout faire ensemble. Enfin, moi je sais qu'il y a des trucs, je souhaite qu'on soit tous les deux au courant de la chose à fond. Et Brice, il va me dire, mais non, mais vas-y, tu le gères et on n'a pas besoin d'être tous les deux sur le coup. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être tous les deux sur le coup. Et du coup, c'est comment tu vas venir équilibrer le fait que la connaissance, elle soit répartie sans que la charge de travail pèse sur les deux personnes aussi. Donc ça, c'est des ajustements à faire, mais c'est cool justement parce que tu peux prendre le relais. Voilà. Non, après, bah, je dirais qu'en règle générale, bah, c'est comme toutes les relations de travail. Il y a des hauts et des bas. J'aurais tendance à dire que des fois, en fait, je remarque que c'est dans les moments un peu charnières, ou un peu de pression, que bah, les engueulades vont survenir. Par exemple, voilà, la semaine avant le lancement, ben non, mais il fallait pas faire comme ça, t'aurais dû faire comme ça, machin, machin. Parce que effectivement, tout le monde est stressé. Et C'est donc, le du doute coup, en fait. on a du mal à garder sur nous dans certains moments. Et donc ouais, il y a le doute, il y a un peu tout qui se mélange, et du coup, des fois, ça crée des conflits. Donc on va pas se mentir, c'est pas toujours tout rose. C'est pas idyllique comme processus. Mais comme dit Mélie, pour l'instant, on a réussi à acheter un jeu. Et puis, Est-ce que vous êtes déjà engueulé sur un nom de fichier? Non, ça on va. n'est pas là, ça va. Ça va. Non, effectivement. Souvent, c'est plus quelle est la priorité où on va s'engueuler un peu. Comme disait Amélie, elle va plutôt estimer que la priorité, ça va être peut-être du polish, ou moi, ça va être plus, je sais pas, je veux dire, Une nouvelle une fonctionnalité. nouvelle fonctionnalité, et là, il va y avoir une tension parce qu'effectivement, la date de lancement approche, ou la date de livraison de la nouvelle update elle approche, et il y en a un qui veut mettre quelque chose dedans et l'autre quelque chose d'autre. Et tu te dis, est-ce qu'il vaut mieux que la nouveauté qui va apporter de la fraîcheur, ou finir de fignoler un truc qui est déjà là et qui n'est pas tout à fait abouti, tu vois? Et c'est venir arbitrer sur ces choses-là, ça, c'est un peu dur. Voilà, c'est ça. C'est comme disait Amélie, des visions différentes. Ça, déjà, quand on est tout seul, c'est compliqué de savoir faire l'un ou l'autre alors qu'on est deux. Ouais. Oui, et puis après, faut savoir aussi écouter l'autre et au bout d'un moment se dire ouais, ok, là, les arguments que tu apportes, ils sont bons et on va rogner sur ce truc et on va faire ça à la place. Et ça, on arrive à le faire quand même. C'est pas toujours facile. Des fois. Mais on apprend du coup à plus prendre en compte ce que pense l'autre. Non, mais ça et puis ça t'évite de trop douter aussi, parce que quand t'es tout seul, t'es juste perdu entre deux choix et tu sais pas. Alors que là, quand tu doutes, peut-être que l'autre, il va trancher à ta place des fois. Et ça, c'est cool. Ouais. Après, sur le travail en équipe en général, j'imagine qu'effectivement, faire un jeu à plusieurs, bon, nous, quelque part, on n'a pas le choix de rester ensemble, de travailler ensemble, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que, par exemple, faire un jeu entre amis ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on a déjà fait. Ça peut être compliqué. Effectivement, ça peut être compliqué parce que ces histoires de vision, et pour l'avoir vécu notamment, ça peut être des problèmes qui sont vraiment importants et qui peuvent amener une équipe à se séparer. Mais bon, pour l'instant, nous, ça se passe plutôt bien. Ça marche, et sur ces bons mots, je pense qu'on peut clore
la conférence. Bah, merci tout le monde d'avoir assisté à ce post-mortem qui était très intéressant. Merci. Je pense Bah, qu'on a merci appris pour plein de votre choses. C'était bien raconté, donc c'est cool. Merci. Et a priori, l'enregistrement a bien marché, donc ça va être disponible sur YouTube. Donc voilà. Ça Merci marche. beaucoup. Eh ben, Eh ben, merci à merci tous. à tout le monde. Bonne soirée. Et puis, Ouais, vous aussi. à la prochaine. À bientôt. Avant que vous partiez, j'aimerais juste vous dire une chose. Je suis là pour tirer les oreilles, mais j'entends que souvent, vous avez tendance à vous rabaisser, sincèrement. Et j'aimerais que vous appreniez que humilité, ou même humilier d'ailleurs, ça veut pas dire se revoir à la baisse, pas dire vous êtes en haut du chapiteau, faut descendre. Au contraire, ça veut dire à son juste niveau. Que vous soyez conscient de ce que vous ayez, de ce que vous ayez accompli, ce serait bien. D'accord, il y a mieux, mais merde, il y a surtout pire. Donc voilà, c'est bien de pas avoir le melon, mais vous tirez pas dans les jambes. Ok. Merci, Bah, c'est c'est gentil. noté. Merci beaucoup. En plus, je me tue à répéter ça à mes étudiants et tu vois, je l'applique pas. Donc, mais c'est cool. C'est Merci. normal, c'est toujours plus facile de le voir chez les autres que chez soi-même. C'est juste que je l'ai remarqué, ce que vous faites très souvent. Et je me suis dit que bon, ça aurait été 3 phrases, j'aurais rien dit, mais là, ouais. Bon, on va y travailler alors. Merci. Merci. Et voilà, et bonne continuation, en tout cas, soyez fiers de vous. Ouais, Yes. merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine, Merci un d'avoir apéro été là. TGD du coup. Ouais. Ça marche. Allez, bonne soirée. À une prochaine. plus. Ciao à tous. Bonne soirée. Allez.